Messieurs, bienvenue au Fight Club. C'est très délicat de votre part. Ceux qui veulent se tirer, c'est tout de suite. Yippee-ki-yay, pauvre con. On essaye ? Allez. Première règle du Fight Club est... No stairway. C'est dingue. La seconde règle du Fight Club est... Méfie-toi du côté obscur. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouette ? C'est italien. Croyez-vous à la magie noire ? Oh, absolument. Allez, non, mais essayez de développer un peu. M'apprends pas mon boulot, mon petit gars. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Oh là, attends, quel est ton nom déjà ? Egg Shen, chauffeur de car. J'ai passé l'âge de ces conneries. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e grand format de Retour à l'écran. Au menu cette fois-ci, la remise en lumière d'un film qu'on oublie souvent quand on déroule la filmographie de son réalisateur, pourtant champion incontesté du box-office mondial. Ce film c'est Abyss de James Cameron avec Ed Harris, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Michael Biehn. Le grand format de Retour à l'écran épisode 6, ça commence tout de suite. Eh bien bonjour à tous, bienvenue Max. Merci beaucoup, salut à tous. Et bienvenue Thibaut. Et bienvenue, nous sommes à 2000 mètres de profondeur et je suis content de vous retrouver. Putain, on dirait que tu fais un mauvais Nicolas Hulot, c'est horrible. C'est exactement ce que je voulais faire. Bon, vous l'avez compris, donc on est hyper content de se retrouver tous les trois pour un grand format. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas parti sur un tel format. Je confirme. Ce soir, on attaque un film qui nous tient vraiment à cœur pour le coup. C'est notre formule habituelle, mais vraiment, on adore tous les trois ce film. Et même quand l'un d'entre nous a lâché le mot Abyss, on s'est dit « Ah, mais oui, il faudrait peut-être faire un sujet là-dessus. » Parce que finalement, on se rend compte que c'est un film très peu visité, à la fois sur les podcasts. On en parle beaucoup moins que les Terminator, les Avatar et les Titanic, qui méritent bien sûr leur exposition. Mais globalement, on trouve qu'il y a quelque part une part d'injustice à oublier ce qui est peut-être le meilleur film de James Cameron. On va en débattre. Ou en tout cas le plus personnel. En tout cas le plus personnel, ouais. Donc nous y voilà. Le film sort le 27 septembre 1989, soit 2 semaines après le raz-de-marée attendu, mais qui a déçu au box-office européen, en tout cas le Batman de Tim Burton. Et 2 semaines avant, un autre film très célèbre, Indiana Jones, c'est la dernière croisade de Steven Spielberg, pour le replacer un peu dans le contexte. Et comment vous l'avez découvert, ce film ? Mais écoute, j'ai découvert avec toi, hein, donc Ben ouais. tout simplement, on l'a découvert en salle donc en ce mois de septembre 89. On l'a vu tous les deux en soit un samedi soir dans mes souvenirs, à Grenoble, au Pâté Grenette, cinéma qui n'existe plus. C'était un film qu'on attendait forcément parce que, bah oui, c'était un film de Cameron dont on avait déjà adoré Terminator. Et Aliens. Et la suite d'Alien. Ça a été présenté un peu comme un événement aussi, cette sortie. À la sortie de la salle, on avait été, en tout cas moi j'avais été particulièrement impressionné par le film, par sa densité, par ce roller coaster émotionnel qu'il est. J'avais été vraiment séduit, vraiment impressionné par sa qualité technique, par sa qualité d'écriture et par l'exploit technique que représente ce film, en tout cas ce qu'il représentait à l'époque. Et ce qu'il représente encore aujourd'hui, on va en parler. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de mon état d'esprit en rentrant dans la salle. J'ai l'impression que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et par contre, pareil, autant je m'attendais peut-être à avoir un film presque lambda, voilà. Et j'ai été aussi pareil, happé. Je me souviens même sur le chemin du retour, on tarissait pas d'éloges sur le film, quoi. On était abasourdis par la densité du film, les effets spéciaux, le truc extraordinaire de la tentacule d'eau, tout ça sur lesquels on va revenir. Ça a été un choc cinématographique. Après, une relative déception pour le Batman, hein, justement. Et toi, Thib ? Tout pareil. Non. non. Ben moi y a rien à faire. De toute façon, c'est toujours pareil. Je suis un enfant de la vidéo, donc j'ai découvert ce film plus tard, encore comme d'habitude. J'ai
pas de réel souvenir, mais je sais que le film m'avait complètement bluffé. En plus, c'était une période où je faisais encore de la plongée, donc la prouesse technique, l'émotion de ce film. En plus, ça me faisait écho avec La rencontre du troisième type que j'adore. Donc non, mais voilà, c'est un film qui est assez important pour moi, qui aura vraiment marqué visuellement une grande partie de ma culture visuelle. Oui, ce soir, donc... Ça va pas être possible. C'est fait. Et bien maintenant, nous allons pouvoir démarrer réellement le programme avec une présentation du genre et de ses particularités par Max. Il y a quelque chose là-dessous qui n'est pas comme nous. Est-ce que tu peux être plus explicite? C'est quelque chose qui Ce n'est zigzague. pas comme nous. C'est quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est intelligent. Abyss, c'est quand même un film difficile à classer parce qu'il se situe un peu à la frontière entre thriller de catastrophe pendant une grande partie de sa durée, et ensuite il bascule dans le film de science-fiction aquatique qui rappelle, comme tu le disais tout à l'heure, Tib, ça rappelle notamment toute la fin, Rencontre du troisième type de Spielberg qui était sorti une quinzaine d'années plus tôt. Même si cette partie de science-fiction, elle se situe vraiment dans le dernier quart du film, on a appris à le classer quand même, ce film, dans le genre de film de science-fiction aquatique. Alors c'est un genre un peu fourre-tout parce qu'on y trouve quand même des films aux symboliques et aux allégories assez différentes. C'est pas faux. Il y a celle avec des extraterrestres belliqueux cachés au fond des mers qui, comme ceux qui débarquaient de l'espace, symbolisaient d'abord la peur de l'invasion communiste, puis celle tout simplement de l'étranger. Il y a aussi ceux avec des créatures étranges et monstrueuses, fruits de manipulation génétique, qui eux dénonçaient les dérives scientifiques qu'on pourrait aussi inclure dans le sous-genre de l'éco-horror, dont on a déjà parlé, notamment dans Wolfen. Et puis, idem pour ceux ayant pour cadre des catastrophes naturelles sous-marines. Et puis, il y a ceux plus rares mettant en scène des entités plus amicales, comme c'est le cas d'Abyss, avec Rencontre du troisième type. Donc, si on inclut les films qui se passent en partie à la surface et ceux qui se passent exclusivement dans les profondeurs, donc la liste, elle est quand même assez grande. Mais Abyss se passant quasiment exclusivement sous l'eau, on va donc se focaliser sur ceux où le jour est absent pour citer les films qui lui ressemblent plus ou moins. On peut quand même citer, bien sûr, 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, dont on a déjà beaucoup parlé dans les précédents épisodes. Oui, hein, Richard Fleischer. Conan le Destructeur. Calidor. Calidor. Ça suffit. Même si l'adaptation de Fletcher n'est pas la première de celle du célèbre roman de Jules Verne, il y avait déjà eu 2 autres adaptations auparavant, mais c'est encore celle qui aujourd'hui marque les esprits. On peut parler du Sous-marin de l'Apocalypse d'Irwin Allen. Ah ouais. Et puis, plus récemment, on peut parler de Léviathan de Georges Cosmatos, avec là, typiquement, une entité beaucoup plus belliqueuse. On peut parler de Mal, Mutant aquatique en liberté, qui se situe un peu au même niveau que Léviathan. D'ailleurs, ils sont sortis quasiment la même année. On peut parler de Abîme. Oui, exact. On peut parler de Peur bleue de Rémi Harlin avec un requin et des effets spéciaux qui, aujourd'hui, prêtent plutôt à rire, mais même si le film est plutôt pas mal. Enfin, c'est une série B totalement décomplexée, mais plutôt sympa. Ah, moi, je l'avais adoré. Hein. Moi, perso, je l'avais kiffé. Hein. Je l'avais acheté en zone 1, en DVD. Je m'étais éclaté. La mort de Samuel Jackson, encore aujourd'hui, elle est mythique. Ouais, c'est trop bon. C'est un gros nanar avec des moyens, c'est trop bon. Putain, c'est quoi ça? Ils chassent en meute, comme des chiens sauvages. Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Ce que vous avez fait, c'est de nous mettre tout en bas de cette chaîne alimentaire. Et puis plus récemment, on peut parler aussi de Sphere ou Underwater. C'est plutôt un film catastrophe, mais voilà. Abyss est un peu à la frontière de tous ces films-là, mais on peut quand même situer Abyss à un niveau supérieur de tous les films que je viens de citer. Bah oui, bien sûr, hein, parce que c'est beaucoup plus profond. C'est intéressant aussi parce que justement quand le film est sorti, on a pas mal reproché à Cameron d'avoir fait un film en 2 parties. Le film catastrophe qui bifurque un peu soudainement en film avec des extraterrestres. Lui s'en défend d'entrée de jeu en fait en disant déjà d'une part on n'est pas dans un film catastrophe au début puisque la problématique est une erreur humaine. Toujours. Et voilà, il y a une sorte
sorte de fausse manip due à une perte de contrôle d'un sous-marin. C'est pas un tremblement de terre, donc c'est pas une cause naturelle, donc ce n'est pas un film catastrophe. Et d'autre part, très très vite, on suggère la présence d'objets flottants non identifiés, je sais pas comment on peut dire différemment. Et pour lui, non, l'idée c'est d'aller progressivement vers la résolution du film, de titiller le spectateur pour l'emmener vers la grandeur des extraterrestres qu'on va découvrir sur la fin. Donc pour lui, il n'y a pas du tout deux films en un, ce que pas mal de spectateurs ont ressenti, peut-être plus avec la version cinéma qu'avec la version longue dont on parlera plus tard. À chaque fois qu'il se passe un problème, c'est des erreurs humaines. Ouais, c'est ça. C'est pas dû ni aux extraterrestres, ni à qui que ce soit. C'est l'un des thèmes du film, en fait. C'est l'humain qui représente un danger, voire le danger pour lui-même, notamment à travers ce qu'il crée et ce qu'il en fait. Ouais. Le vrai méchant, c'est Coffey, en fait. Ah bah oui. C'est pas les extraterrestres, c'est pas du tout ça. Ouais. Coffey, c'est l'humain qui fait n'importe quoi, qui devient complètement barge, et qui, dans sa paranoïa, constitue un réel danger pour lui-même d'abord, et pour l'humanité tout entière. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Très bien, il est temps de lancer le pitch de Tib. Après sa rencontre avec un objet flottant non identifié en mer des Caraïbes, un sous-marin nucléaire, l'USS Montana, sombre dans l'une des failles les plus profondes au monde. Pressé par Fred, un énorme cyclone qui se dirige droit sur le site du naufrage, un commando des forces spéciales de la Navy est envoyé sur place en mission de sauvetage. Ces gars-là sont aussi amusants qu'une feuille d'impôt. Tu l'as dit, ma belle. Aidé par une équipe d'ouvriers du pétrole et la station high-tech Deepcore, ils font route alors vers le sous-marin en détresse. Dans cette plongée, vous n'avez absolument rien à faire sans ordre direct de ma part, et vous devez suivre les ordres sans discuter. Est-ce que c'est clair ? Mais le cyclone va fondre sur eux plus rapidement que prévu et isoler la station et ses occupants de la surface. Il faut qu'on nous décroche et qu'on sorte tout de suite de ce bordel. Très bien, alors faites-le. Pas de problème, sauf que vos gars sont partis faire un tour avec l'IPLA et que mes hommes ont besoin de l'IPLA pour pouvoir nous décrocher. Ils vont revenir dans 2 heures. 2 heures ? Mais il y aura longtemps qu'on aura été laminé par notre ami Fred dans 2 heures. Coincés à plus de 5000 mètres de profondeur, des rivalités entre militaires et civils apparaissent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Tintin. Abyss est donc un film réalisé par James Cameron. Alors, mais qui est James Cameron ? Bon, à moins d'avoir hiberné les 40 dernières années, quel amateur de cinéma ou pas d'ailleurs, n'a jamais entendu le nom de James Cameron ? Connais pas. Bon. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, James Cameron n'est pas américain mais canadien. Ouais. Il est né en effet dans un petit patelin proche des chutes du Niagara. En 1971, il débarque en Californie avec la farouche intention de faire du cinéma. Moteur ! Après quelques années de galère, il réalise enfin son premier court-métrage qui sera remarqué par Roger Corman. Ouais, le même qui avait révélé quelques années plus tôt Joe Dante. Vous vous souvenez, on en parlait justement dans notre grand format à propos de l'aventure intérieure. Qui, moi ? Véritable touche-à-tout, il sera alors tour à tour directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace, réalisateur de la seconde équipe sur La Galaxie de la Terreur en 81, et bossera même sur les effets spéciaux du cultissime New York 1997 de John Carpenter. Il va faire les matte painting d'ailleurs là-dessus, notamment. Exactement. J'ai un marché à vous proposer. Trouvez le président, ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre. Un marché de cons. Prêt. Plisken. Plisken. Des snakes Plisken, je te connais. Toi, t'es un flic ? Non, moi je suis un con. C'est qui le badass de John Carpenter ? C'est Kurt Russell. C'est toi, Plisken ? Je te croyais mort. Un snake dans la grosse pomme. C'est un ami à toi, Bren. On m'a parlé de toi. Un western en enfer qui est encore sur toutes les lèvres. Plisken, qu'est-ce que vous foutez ? Je vous emmerde. C'est à cette époque donc qu'un obscur producteur, Ovidio Assonidis, lui confie alors en 82 la réalisation de la suite de Piranha réalisée par Joe Dante, quelques années auparavant, après le départ du premier réalisateur dans la précipitation. Un tournage qui tournera vite au cauchemar pour Cameron devant faire face à la défiance de son producteur. Il perd rapidement le contrôle de son film qu'il finira par totalement renier. Revanchard après cette expérience cauchemardesque, il se penche alors sur un nouveau projet qu'il souhaite cette fois-ci quadriller de bout en bout, contrôler vraiment de A à Z. Ce film, ce sera bien sûr... Terminator. Sarah Connor. Terminator, produit par Gale Hurd, qui deviendra sa femme.
On connaît le succès du film qui lui ouvre les portes des grands studios d'Hollywood. Après avoir signé le script de Rambo 2, même s'il est largement remanié par Sylvester Stallone, il écrit le scénario de la suite d'Alien de Ridley Scott qu'il va proposer à la Fox sans avoir forcément la certitude de le réaliser. Mais le succès planétaire de Terminator va jouer en sa faveur et il se retrouve donc en 1985 aux manettes de cet énorme blockbuster. Get away from her, you bitch! Et c'est sur ce tournage qu'il va acquérir la réputation de réalisateur tyrannique, qui va le poursuivre jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, n'hésitant pas à renvoyer sur le champ tout technicien qui s'oppose à lui. Après le succès de ce second opus de la saga Alien, la Fox lui donne une quasi carte blanche pour son film suivant, qui sera Abyss, et lui autorisant toutes les folies avec une enveloppe conséquente qui se situe entre 50 et 60 millions de dollars. 50 et 60 millions de dollars, c'est comme si on ajoutait le budget de L'Arme Fatale 2 et de Batman de Tim Burton. Donc c'est pour dire quand même l'ampleur du budget. Cameron, c'est quelqu'un qui a suivi des études de physique d'abord et puis après qui a bifurqué vers la littérature, et il dessinait beaucoup, il peignait beaucoup, c'est un dessinateur et un peintre hors pair, et il a caressé un moment l'espoir de faire de la bande dessinée. Et il écrivait des nouvelles, des choses comme ça. Cameron, c'est un gros fan de plongée, c'est un fan de Cousteau, c'est un fan des profondeurs, et c'est aussi un fan de science-fiction. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu des romans de science-fiction durant son adolescence. Il lisait un roman par jour, parfois même il lisait secrètement en cours pour pouvoir lire un roman chaque jour. Il était un peu tributaire de ce qu'il trouvait dans les bibliothèques à l'époque. Il faut remonter dans les années 60 lorsqu'on parle de son adolescence. C'est aussi un grand fan de Au-delà du réel qui va lui inspirer quelques idées pour Terminator, justement. Star Wars lui met un grand coup dans l'aile, en gros, comme beaucoup de gens de son âge. Il se dit, ça y est, la technologie, elle est là, il faut qu'on se bouge le cul si on veut faire des films de cet acabit-là, quoi. Et donc, ça va être un accélérateur. Le précédent film qui l'avait fortement marqué, c'est 2001 de Kubrick. Donc à 17 ans, il prend connaissance d'une expérimentation du docteur Kylstra, qui sera important pour la suite, qui parle des respirateurs liquides, qui est une sorte d'invention qui date du milieu des années 70 et qui permet de remplir les poumons d'un liquide chargé en oxygène et donc qui limiterait la pression des profondeurs. C'est-à-dire qu'on pourrait aller beaucoup plus bas que ce qu'on peut faire actuellement. Et donc tout ça a été testé sur des rats, sur des singes et sur un homme, Francis Vallejic, qui est le premier homme donc à respirer à travers ce liquide spécial. Quand Cameron entend parler de ça, il est complètement fasciné. Il décide d'en faire une nouvelle. Et dans cette nouvelle, on suit un groupe de savants dans un laboratoire au fond de l'océan, vers les îles Caïmans, plus exactement la fosse des Caïmans. C'est une plateforme qui va surplomber ce gouffre de 20 000 pieds. Et c'est là où se passe le film d'ailleurs. Oui, c'est ça en plus, ouais. C'est ça, cet aspect-là n'a pas changé. Il y a des signes de vie qui émanent de cette fosse. Et donc, les scientifiques de sa nouvelle plongent un par un pour aller essayer de comprendre ce qui s'y passe, mais personne ne remonte, quoi. Et le dernier scientifique va plonger lui aussi pour aller découvrir ce qui s'est passé. Mais il se retrouve pris dans une sorte de psychose induite par la profondeur, et c'est surtout l'aspect psychologique qui est mis en avant dans cette nouvelle. 15 ans après, en 86, il est en train de terminer Aliens et il tombe sur un documentaire de National Geographic sur les véhicules téléguidés immergés dans l'océan Atlantique, et ça lui rappelle sa nouvelle qu'il avait écrite 15 ans plus tôt. Et donc il ressort la nouvelle avec toute l'expérience qu'il a acquise sur les plateaux. Il décide de situer déjà l'action dans un avenir proche. Alors on est autour de 92-94, c'est un peu indéfini. Et surtout, il remplace les savants par des ouvriers spécialistes du forage sous-marin, parce qu'en fait c'est une fonction qui est plus accessible pour le grand public et aussi moins théorique, quoi. Il compte faire une version positive d'Alien, même si c'est dans l'eau. Oui, justement, voilà ce que disait Cameron à l'époque de ce nouveau projet qui était Abyss. Je veux faire un film différent de ceux que j'avais pu faire auparavant. La vraie menace, les vrais monstres qui nous menacent dans les ténèbres sont en réalité notre propension à la destruction et à notre ingéniosité à bâtir des outils pour tuer. Je veux que les créatures d'Abyss soient à l'opposé de celles du film Aliens. Pas ces horribles démons bavant et plongeant dans notre subconscient, mais des créatures pleines de grâce et de beauté, faisant appel à une haute intelligence dont nous sommes capables. Mais après avoir fini son adaptation de sa nouvelle, ça lui paraît un peu trop proche d'Alien, quoi, justement. Donc il hésite vraiment, mais il le fait quand même lire à Galen Hurd, à Scott Rudin et puis à Leonard Goldberg, qui est le PDG de la Fox à l'époque.
Alors, ils trouvent tous les trois que l'aspect émotionnel du scénario est hyper fort et ils arrivent à convaincre Cameron de poursuivre la pré-production. Sans encore lui donner la garantie qui sera le réalisateur. Hein. Oui. Comme je le disais un peu tout à l'heure, la Fox n'avait pas forcément prévu qu'il le réalise, c'est simplement qu'il lui achète le script final, mais c'était pas acquis pour lui qu'il le mette en scène. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, dans le scénario, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que il a une relation qui est en train de se terminer avec la productrice Galen Hurd, qui est sa femme, et quelque part la relation entre les deux personnages principaux, entre Bud et Lindsay, c'est un peu la relation qui est en train de mourir entre lui et sa compagne. Alors ils se séparent en bons termes quand même, mais Cameron insiste pour que Galen Hurd reste sur le projet, ce qu'elle finit par accepter évidemment. Et quand Abyss sort sur les écrans, elle et lui divorcent, et d'ailleurs lui il officialise sa relation avec Catherine Bigelow, une autre femme à poigne. Et apparemment, les femmes fortes, c'est son credo à la fois dans les scénarios, mais aussi dans la vie. Faut tout de même rappeler que Catherine Bigelow est donc réalisatrice et qu'elle a donc mis en scène des films quand même qui ont marqué l'histoire du cinéma américain des 20 dernières années. On peut parler de Strange Days, de Blue Steel, de Démineur qui a eu plusieurs Oscars, de Detroit et du mythique Point Break. Tu veux envoyer les présidents à l'ombre? Tu veux ramasser des lauriers? Je veux tout ça. Les anciens présidents sont des surfeurs. Tu soutiens que le FBI acceptera de me payer pour faire du surf? La peur entraîne l'hésitation. Et l'hésitation entraîne la réalisation de ta peur. Il t'emmènera jusqu'au bord du gouffre. Et peut-être bien au-delà. Ça va être une putain de journée, Johnny. Vous croyez que les contribuables seraient heureux de savoir qu'ils paient un agent fédéral pour draguer des minettes? Poulettes. Pardon. Le terme en vigueur est poulette, monsieur. Adios, amigo! Alors pendant cette phase de pré-production, Cameron et la Fox discutent très vite du casting, notamment de l'acteur qui va interpréter Bud Brickman, le personnage principal. Alors pour le casting de Bud, le studio prend en considération les stars du moment, donc Mel Gibson, Dennis Quaid, William Hurt, Harrison Ford, Kurt Russell et même Patrick Swayze. Mais James Cameron, lui, il a deux choix en tête. D'une part Jeff Bridges et de l'autre côté Ed Harris. Je ne sais pas pourquoi Jeff Bridges est pas casté, mais en tout cas, le studio n'est pas trop convaincu par la présence de Ed Harris parce que il manque d'expérience comme premier rôle, quoi. Alors Ed Harris aujourd'hui, évidemment, c'est quelqu'un d'hyper connu. On pense à lui pour Apollo 13, on pense à lui pour Appaloosa, on pense à lui pour les films de Cronenberg et des choses comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui, à l'époque, effectivement, n'est pas connu pour être leader, quoi, de premier rôle. On l'a vu dans un film de Romero qui s'appelle Knight Rider. Sa carrière a explosé grâce à l'étoffe des héros, mais il le dit lui-même d'ailleurs. Mais c'est quand même pas quelqu'un qui est clairement identifié non plus, quoi. Et c'est quelqu'un en plus qui est un peu particulier. Il est plutôt à la cool, un peu dans la lune. Il aime bien son tracteur, il joue au golf, il aime aller à la pêche, il donne peu d'interviews, il fuit la presse. Et pourtant, on lui donne pas mal de rôles de dur. Il a une présence et un charisme de dingue à l'écran. C'est le flic qui tabasse Christophe Lambert dans le complot, c'est le dur à cuire dans Under Fire. Et donc, quand il arrive sur Abyss, c'est le film qui va vraiment le propulser comme une star qu'il mérite d'être, tout simplement, quoi. Et il a un atout pour lui parce qu'en fait, il a déjà fait de la plongée pour l'étoffe des héros, justement. Et en fait, Ed Harris arrive à convaincre le studio et James Cameron qu'il est la bonne personne en passant son essai, son casting, avec un casque de moto sur la tête pour faire une simulation d'un casque de plongée. Il est assez fort, cet Ed Harris. On nous demande de fermer le puits de forage et de nous préparer à déplacer la station. Merde! La compagnie nous a invités à coopérer dans une affaire de sécurité nationale. Maintenant, vous en savez autant que moi. Retirez vos combinaisons et allez en salle de contrôle, briefing dans 10 minutes. Merde. Dépêchons, pour faire vite. On y va. Et alors, pour lui donner la réplique, on va devoir choisir quelqu'un, Max.
Alors c'est un peu le même cas que pour Ed Harris en fait. Elle a joué avec un casque de moto. Non, elle a pas joué avec un casque de moto, mais elle a été choisie parce que c'était un peu l'actrice qui montait un peu à l'époque. Quand elle décroche le rôle féminin de Abyss, Marie-Elisabeth Mastrantonio est plutôt au début de sa carrière, mais elle a quand même déjà quelques films solides à son actif. D'origine italienne, Marie-Elisabeth Mastrantonio débute au cinéma en 1983 en faisant de la figuration, notamment dans La Valse des Pantins de Martin Scorsese. La même année, elle obtient son premier véritable rôle en incarnant Gina, la sœur de Tony Montana, incarnée par Al Pacino dans Scarface de Brian De Palma. C'est pas vrai, putain, j'avais oublié. Après un petit passage par la case TV, elle joue en 86 aux côtés de Paul Newman et Tom Cruise dans La couleur de l'argent, toujours de Scorsese, un rôle qui lui valut une nomination aux Oscars et aux Golden Globes. On la verra par la suite dans Slam Dance face à Tom Hulce et Calendrier meurtrier en 1989 aux côtés de Kevin Kline. C'est sur ce tournage d'ailleurs qu'elle rencontre le réalisateur Pat O'Connor qui deviendra son mari et avec qui elle vit toujours aujourd'hui à Londres. Et donc en 89, donc la même année, elle obtient le premier rôle féminin d'Abyss. T'es vraiment la plus grande tête de mule que j'ai jamais connue. Oui, je suis une tête de mule. Mais il faut absolument que tu me croies pour l'instant. Alors maintenant, regarde-moi s'il te plaît. Je te parais stressée? Est-ce que j'ai les symptômes d'une maladie nerveuse, des difficultés à m'exprimer, la tremblote? Non. Non. Bud, c'est moi, Lindsay, ok? Tu me connais mieux que n'importe qui au monde. Alors, regarde mes lèvres. J'ai vu ces choses. J'en ai touché une de la main. Et ce n'était pas un truc en acier comme on construirait. Ça glissait. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Oh, j'aurais tant voulu que tu sois là. Oh. C'était une machine. C'était une machine, mais elle était en vie. C'était comme un balai de lumière. Il faut me faire confiance, je t'en prie. Maintenant, je ne crois pas qu'ils nous veulent du mal. Je ne sais pas pourquoi, je le sais. C'est juste une sensation. Mon petit Dieu. Tu veux que je croie à une sensation? Tu veux qu'on croie à une sensation? Tu penses que Coffey va croire à une sensation? Nous voyons tous ce que nous voulons voir. Coffey regarde et voit des Russes. Il voit la haine et la peur. Tu devrais voir avec de meilleurs yeux que ça. Pour ce rôle, elle n'a pas été choisie tout de suite parce que déjà le studio pensait plutôt à Jessica Lange, Debra Winger ou Barbara Hershey. Et James Cameron, lui, il avait plutôt envie de caster Jamie Lee Curtis, mais en fait, elle était prise sur Blue Steel que préparait sa future femme Catherine Bigelow. Comme par hasard. Comme par hasard, ouais. Donc il a dû se rabattre sur d'autres idées, mais il gardera son idée de Jamie Lee Curtis puisqu'il la castera pour True Lies. Et ensuite, le reste du casting, Tib, qui est-ce qu'on retrouve mon chouchou, oui. Michael Biehn. Alors lui, j'ai découvert ça. En fait, c'est lui qui se fait cogner par John Travolta dans Grease, qui fait le footballeur qui se fait frapper. Alors c'est pas le footballeur, mais c'est le basketteur. Le footballeur qu'on voit dans le film, en fait, il est interprété par Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, le célèbre rebelle. Eh oui. Et puis il va auditionner pour faire un soldat du futur pour sauver une future maman dans Terminator. Voilà, il fera Kyle Reese donc pour Cameron. Et puis il y aura une petite amitié qui va se créer avec Cameron puisque du coup ça deviendra un peu un petit acteur fétiche puisqu'il reviendra dans Aliens comme Caporal X qui est excellent. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans Abyss, c'est la première fois qu'il joue un méchant en fait, parce que les deux fois précédentes, c'était un gentil. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Pendant la lecture du scénario, Michael Biehn suggère à James Cameron que son personnage, Coffey, souffre d'HPNS, du High Pressure Nervous Syndrome. Le mal des profondeurs. Parce qu'en rajoutant cet aspect-là, ça rajoute de la crédibilité à son comportement qui est de plus en plus irrationnel, quoi. Nous n'avons aucun moyen d'avertir la surface. Et tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est à nous de jouer. À nous. Et donc immédiatement, évidemment, Cameron saisit la balle au vol et l'injecte dans le scénario.
Ce sont les 3 personnages principaux du casting. Il y a d'autres personnages dont on aura peut-être l'occasion de reparler par la suite. Mais on va tout de suite attaquer la pré-production. Donc le scénario d'Abyss que tu as bien résumé tout à l'heure implique forcément un tournage en format XXL. En cette fin des années 80, on est en effet au balbutiement des effets numériques et on ne peut pas encore envisager de créer la majorité des décors sur un ordinateur pour que le film soit crédible. Parce que Cameron veut vraiment que le film soit crédible, qu'on ait l'impression que tout est réel, que tout existe. Cameron et son équipe partent donc à la recherche d'endroits pouvant absorber de telles contraintes avec un tournage qui doit se passer majoritairement sous l'eau. Cameron avait initialement prévu de tourner aux îles Caïmans où l'histoire se déroule. Mais il s'est rapidement rendu compte que ça allait être trop compliqué en raison notamment des possibilités de tournage limitées et de la météo changeante constamment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le temps se gâte décidément. L'équipe envisage un temps de se déplacer à Malte où se trouve le plus grand réservoir d'eau non filtré, mais là encore, cette option n'est pas retenue. C'est finalement en Californie, au Missouri, en Caroline du Sud, que Cameron va trouver des lieux permettant à ce projet de prendre vie, notamment sur le chantier inachevé de la centrale nucléaire de Cherokee, à Gaffney, en Caroline du Sud, où seront tournées la plupart des scènes sous-marines. We found it. Construit au milieu des années 70 par Duke Power, les réservoirs de confinement de la centrale nucléaire de Cherokee n'ont en effet jamais été utilisés. Au lieu de cela, en janvier 86, un producteur de films de Caroline du Nord, cette fois, nommé Earl Owensby, a acheté l'installation abandonnée et l'a convertie en studio de cinéma. Et donc c'est sur ce studio de fortune, quelque part, que Cameron et son équipe vont tourner la majorité d'Abyss. C'était un endroit qui, à la base, quand même très austère, c'était complètement paumé. Quand la première fois, Cameron et sa femme et productrice sont allés voir le lieu, ils ont commencé à se rendre compte que c'était paumé quand on leur a donné les indications, genre, vous sortez de l'autoroute, puis vous roulez 40 km, et vous tournez à gauche après une église blanche, puis encore 2 km dans des chemins, et là vous tombez sur un poste de garde avec un panneau marqué en grand Earl Owensby Studios. Ok. Voilà, là ça mettait dans l'ambiance. Alors, 2 réservoirs de cette centrale ont donc été utilisés. Le premier, correspondant à la cuve de confinement du réacteur principal, mesure 18 mètres de haut, 70 mètres de diamètre et peut contenir jusqu'à 28 millions de litres d'eau. À l'époque, c'était le plus grand réservoir filtré d'eau douce au monde. Le second réservoir, une fosse de turbine inutilisée, peut contenir, lui, à peu près 9 millions de litres d'eau. Au fond du grand réservoir sera donc construit le décor de la plateforme Deepcore, la plateforme principale où se passe une grande partie du film, dans une colonne en béton de 90 tonnes. Donc cette plateforme, elle se compose de 6 modules partiels et complets qui ont pris plus de 6 mois pour être construits. Mais bon, il n'y avait rien en état et du coup, en fait, ils ont dû se mettre d'accord avec la Fox et le propriétaire et ils se sont mis d'accord pour un budget de 2,25 millions de dollars pour que le propriétaire remette en état la cheminée et mette en état des bureaux, des vestiaires, enfin tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir une équipe de tournage et un tournage, quoi, proprement dit. Des scènes sous-marines supplémentaires seront également filmées dans la piscine olympique de Los Angeles ainsi qu'à la mine Bonne Terre au Missouri où se trouve le plus grand lac souterrain du monde. Les quelques extérieurs seront quant à eux tournés en Californie, notamment sur un grand parking pour être réincrustés par la suite, on va en parler plus tard. Après avoir trouvé tous ces lieux de tournage, Cameron a décidé de ne pas approcher la Navy pour sa collaboration ou son approbation. Il a fait appel à des consultants, des spécialistes ou des vétérans de l'armée. Oui, justement, même les comédiens, eux, ils vont suivre une formation dans les Caraïbes. Alors, un mois avant le tournage, ils partent pour devenir des plongeurs certifiés. Et alors, cette formation leur permet de favoriser aussi la camaraderie entre eux. C'est toujours un peu agréable, ça, entre comédiens, pour créer justement la fraternité qui se voit un peu à l'image, quoi, tout simplement. Mais alors, Ed Harris, lui, il n'est pas avec eux. En fait, il est retenu sur un tournage, je ne sais pas lequel. C'est Jackknife avec Robert De Niro. Ah yes, ok. Mais il obtient quand même son certificat qu'il passe dans un lac à côté. Et c'est le plongeur le plus accompli de l'équipe. Alors donc du coup, comme disait tout à l'heure Thibaut, s'il avait déjà passé des brevets pour l'étoffe des héros, ceci explique cela, quoi. Et par ailleurs, les comédiens qui jouent les SEAL, les Navy SEAL, eux, ils reçoivent une autre formation. Ils sont à part. C'est une formation quasi militaire, quoi, avec des gens qui leur apprennent le maniement des armes, etc.
Le projet est vraiment hors norme parce que en gros, ce que dit Cameron, c'est que le réservoir là nucléaire, ça leur permet d'avoir à disposition finalement un plateau qui est 2 fois plus grand que le plus grand des plateaux jamais construits aquatiques. Et ce plateau-là, c'était pour un des James Bond. Oui, c'est le James Bond, c'est Moonraker, et c'était sur le plateau de Pinewood à Londres, à côté de Londres. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça vous donne un peu l'ampleur du plateau qu'ils doivent gérer, quoi. Pour un tel projet, Cameron, donc tu le disais, hein, il veut une sensation de réalisme, et donc il va mettre aussi en œuvre avec toute une équipe, une sorte d'armée, pour créer du matos qui va leur permettre de filmer tout ça, quoi. Globalement, pour faire un inventaire sur lequel reviendra Thibaut par la suite, mais on a des nouvelles caméras qui sont montées sur des moteurs de sous-marins. On va avoir des nouveaux casques de plongée avec des hublots à large champ de vision pour qu'on voit les comédiens de tous les côtés. Ces hublots doivent être équipés aussi de systèmes de communication incorporés pour pouvoir conserver les dialogues, ce qui est une première au cinéma. Les casques, ils sont fabriqués par Western Space and Marine, j'adore le nom. Oh yeah. Ils pèsent 13 kilos, ce qui est plus léger que les casques qui étaient vendus dans le commerce. Par contre, ils étaient très gros et du coup, ils avaient tendance vraiment à flotter. Donc, à l'extérieur, c'était quand même assez lourd à porter. Par contre, dans l'eau, ça leur faisait une grosse flottaison, quoi. Donc, c'était pas évident à gérer sous l'eau. Et il y avait même un système de ventilation spécial pour éviter qu'ils aient de la buée à l'intérieur. Voilà, exactement. Ah putain, la vache. Non, et grosse innovation sur le casque, sans parler des systèmes de communication dont tu vas reparler sûrement. On va aussi avoir une immersion de décors colossaux, grandeur quasi nature à l'intérieur du réservoir. Il faut aussi inventer des nouveaux postes d'éclairage. On amène des projecteurs HMI, c'est-à-dire des projecteurs avec une grande puissance d'éclairage. Sous l'eau, c'est quand même... Voilà, l'électricité et l'eau, ça reste quand même toujours un peu touchy. Donc là, pareil, il y a des grosses améliorations, notamment au niveau du câblage et au niveau de la conservation des lampes. Il y a aussi des nouveaux bathyscaphes qui sont des vaisseaux sous-marins explorateurs qui sont perfectionné, on va dire, pour l'occasion, notamment par son frère, j'y reviendrai après, le frère de Cameron. On a plusieurs compagnies d'effets spéciaux, on a 6 ou 7 compagnies d'effets spéciaux dans Dream Quest et ILM. Quasiment toutes les sociétés d'effets spéciaux de la côte ouest vont être réquisitionnées sur Abyss. C'est pas une première, mais c'est à cette échelle-là, c'est assez monstrueux. Ça explique que, voilà, qu'ils veulent pouvoir sortir le film aussi dans les temps. C'est tellement massif comme type d'effets spéciaux qu'ils ont préféré subdiviser les tâches, même si c'est un peu flippant au départ. James Cameron a été très vite rassuré par le professionnalisme de tout le monde. Ouais, parce qu'il faut rappeler que le délai prévu entre la fin du tournage et la sortie était assez court. Entre le tournage, la fin du tournage et la date de sortie, il y avait un peu plus de 6 mois, ce qui est très très peu pour un film comme ça, avec une post-prod qui est assez énorme, quoi. Bah ouais, c'est vraiment très complexe. Et quelque part, c'est quelque chose qui est devenu un peu monnaie courante après par la suite. Progressivement, tout le monde s'est amusé à faire ça, en fait, à subdiviser les tâches par différentes boîtes de post-prod tout au long des années 90 et surtout 2000, quoi. Aussi, on a aussi un monitoring vidéo sous l'eau, c'est-à-dire qu'on peut voir les scènes qui sont filmées sous l'eau et les revisionner directement sous l'eau. Donc Cameron a passé des heures et des heures dessous la flotte pour revisionner aussi ces images. Et ça aussi, c'est complètement novateur, et il explique que, en fait, au moment du tournage d'Abyss, on était quasiment à la préhistoire du tournage sous-marin, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu les innovations, ça a été le monde du silence de Cousteau, et que depuis, il y a plus grand-chose. Voilà. Et là, quand Cameron a voulu se tourner ce film, là, il a fallu vraiment plancher sur plein de nouveaux systèmes. On peut citer effectivement les expéditions de Cousteau, mais on a aussi les grands fonds qui aura une importance. Oui, justement, parce que en fait, c'est Hal Giddings qui va venir prêter main forte donc à Cameron, qui avait travaillé sur les grands fonds ou Jamais plus jamais, et c'était quelqu'un qui était la pointure du film sous-marin de l'époque. Je précise juste une chose, les grands fonds, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, qui connaissent pas ce film. Donc c'est un film qui est sorti en 1977 avec Jacqueline Bisset et Nick Nolte, entre autres. Et c'est un film qui a été écrit par l'auteur du roman des Dents de la Mer. From the #1 bestseller, this is The Deep.
Je ne sais pas s'ils s'en sont servis, mais il y a eu quelques innovations aussi sur le Grand Bleu de Luc Besson aussi. Je me souviens avoir lu des choses sur justement les caméras et les objectifs utilisés sur le Grand Bleu. Est-ce qu'il y a eu des vases communicants entre eux? Je ne sais pas. Besson qui est aussi un passionné de plongée. D'ailleurs, sur des séquences, notamment au Pérou, qu'il a tourné au Pérou dans le Grand Bleu, c'est lui qui plonge et qui filme lui-même Jean-Marc Barr et ses doublures sous le lac de montagne. Tout à fait. Un jour, je dirai tout mon amour pour le Grand Bleu. Ouais, moi aussi, et je te suivrai. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quand même quelques petits précédents, mais c'est vrai que Abyss, c'est un vrai bond en avant sur tout le matériel, mais quel qu'il soit, quoi. Donc Cameron aussi contacte Michael Salomon comme chef opérateur sur le tournage. Alors Michael Salomon, on en a déjà parlé, oui, puisque c'est lui qui s'occupe de la lumière et de tout ce qui était pyrotechnique sur Backdraft, dont on avait parlé sur notre premier épisode. Mais tout est lié! Et voilà, tout est lié. Alors Michael Salomon, ce qui est rigolo quand même, il va aller discrètement s'entraîner pour faire de la plongée parce qu'il n'avait pas suivi les stages des acteurs et de l'autre équipe. Et il est allé s'entraîner tout seul dans son coin pour venir aider Cameron sous l'eau. Bon, le problème, c'est que ça a été une catastrophe. Il était vraiment pas très doué. Il passait son temps à se taper sur les autres techniciens, sur les décors, et à faire du rétropédalage et à décoller la vase. Donc, bon, voilà. Cameron était quand même très content de l'avoir, lui et Al Gidding, sous l'eau, quand même. Pour aussi l'aider dans cette tâche, Cameron va faire venir sur le plateau son frère, qui est ingénieur, qui est créateur des sous-marins du film. Alors, en fait, non, c'est pas le créateur des sous-marins. Lui, alors il fait venir son frère effectivement parce qu'il est ingénieur et que c'est un dingue du LM. Il va le contacter en fait pour fabriquer des sortes de caméras propulsées sur lesquelles ils vont installer 2 propulseurs pour pouvoir aller en avant, en arrière, enfin dans toutes les directions, mais surtout avant et arrière parce que ça c'est quelque chose qui se faisait jamais. Parce que Cameron voulait faire des plans beaucoup plus rapides, ce qu'il ne pouvait pas faire avec ce qui existait. Ouais, d'ailleurs, c'est le frère qui pilote tout ça, en fait. Tout à fait, caché sous une bâche avec une petite radio, et comme il dit, c'était très difficile à piloter parce que il touchait à peine la manette, le véhicule avançait de 1 mètre, et il voyait pas grand chose, et tout ce qu'il entendait, c'était son frère lui hurler dans le casque. Oui, parce qu'en fait, Cameron a été très très dur avec lui apparemment, peut-être plus dur qu'avec tous les autres membres de l'équipe. Il le reconnaît lui-même, James Cameron. Il le fait même manger un crabe au début dans l'épave du sous-marin. Et c'était la première expérience sur un film, et donc voilà, c'était un peu un bizutage, quoi. James Cameron va s'entourer d'autres pointures pour la réalisation d'Abyss. Oui. Juste après que le scénar et que le décor soient trouvés, en fait, il va appeler John Bruno, donc un ancien de chez Boss Film, qui va être contacté en fait pour aider Cameron à établir donc un plan de travail et surtout un devis pour les effets spéciaux. John Bruno, c'est quelqu'un qui est très reconnu à ce moment-là pour son travail sur Poltergeist 2 et SOS Fantôme, qui vient de cartonner, donc c'est un atout majeur pour épauler Cameron sur ce tournage. Ouais, il va devenir le superviseur des effets visuels du film, ouais. Après, il y a une autre personne aussi qui va appeler très vite parce que qui va être là et qui va travailler un peu à part pendant un moment, c'est Ron Cobb. Et si vous ne connaissez pas Ron Cobb, vous connaissez sûrement son travail parce que c'est lui l'inventeur de la DeLorean, de Retour vers le futur et du Nostromo de Alien. Ron Cobb, qui avait conçu déjà le matériel militaire de Aliens pour Cameron, et donc contacté là pour la conception donc de la fameuse station high-tech Deep Core. En plus, il venait de sortir du tournage de Léviathan, un film dont il regrette un peu le manque d'originalité et ses trop grandes similitudes avec Alien d'ailleurs. Une expérience défiant les lois les plus fondamentales de la nature. L'épave d'un bâtiment soviétique, échoué par 5000 mètres de fond. Une équipe de mineurs sous-marins confrontée à un secret terrifiant. Léviathan.
ça reste une bonne série B. On en a parlé d'ailleurs. On en avait déjà parlé dans Alien, bien sûr. D'ailleurs, il y a un sacré design sur les gros scaphandres et tout ça. Ouais, il y a quand même du taf et c'était une série B avec un certain budget quand même. Oui. Allez, on revient sur Abyss. Et pour la station, donc en fait, ils décident de partir sur un style de station évolutive, un peu à la manière de la station spatiale internationale. Il faut aussi qu'on parle du storyboarder, le storyboarder qui s'appelle Phil Nordwood, qui sera très important donc parce que le film est quasiment intégralement storyboardé. C'est aussi quelqu'un qui s'occupera plus tard de l'affiche. C'est lui qui va proposer justement un title design un peu mystérieux, tout ça. Et c'est aussi lui qui va participer à l'élaboration de quelque chose qu'on verra tout à l'heure, le pseudopode, la tentacule d'eau, justement avec Bruno et Cameron en fait. Ils ont dû apprendre à contrôler l'eau. Je veux dire au niveau moléculaire. Vous savez, ils peuvent la modeler, la polymériser, ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent la mettre sous contrôle de l'intelligence. Peut-être que toute leur technologie est basée là-dessus. Sur quoi? Le contrôle de l'eau. On s'approche du tournage et donc il y a quand même un gros décor à faire, c'est le décor du deep core, parce que Cameron veut un deep core presque en grandeur nature. Donc en fait, il fabrique presque les 2/3 de la station en grandeur nature. Donc dans le réservoir principal, donc l'ancienne cheminée, c'est Leslie Dilley qui va s'occuper de ça. Donc Leslie Dilley, c'est un chef décorateur oscarisé, notamment pour des petits films comme Star Wars ou Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et donc ils vont faire cet énorme édifice de plusieurs tonnes de métal et de béton, un château de 7 mètres de haut sur 30 mètres de large, qui va surplomber un fossé de 9 mètres de profondeur, le fameux gouffre au bord duquel il s'arrête avec la station. Mais bon, comme ils ont déjà pris presque 2 semaines de retard à cause des travaux de l'aménagement des studios, en fait ils décident de commencer à remplir le réservoir avant d'avoir fini les décors, parce qu'ils savaient qu'il faudrait au moins 5 jours pour remplir le réservoir en entier. 5 jours pour tout remplir, mais c'est juste, tu vois, c'est colossal, quoi. Donc ils font le bas et ils montent et en même temps ils commencent à remplir le bassin. Ce qui s'est fini par, du coup, en fait, on avait toute une armée de peintres en train de peindre les murs du bassin. Ils étaient tous installés sur des radeaux pendant que l'eau montait tranquillement. Donc à cause des travaux, le tournage ne commencera donc que le 15 août 88. Alors je reviens rapidement sur ce retard au démarrage. Donc en fait, comme tu l'as dit Thib, le tournage va débuter le 15 août 88, alors qu'il devait commencer, pour rappel, début août, donc 15 jours avant. Un retard causé par la complexité de la fabrication en quasi-taille réelle de la plateforme Deepcore. Alors justement, ce retard commence déjà à faire tiquer un peu le studio de la Fox. Les responsables du studio vont donc envoyer une sorte de contrôleur de gestion qui va rester jusqu'au bout du tournage pour voir comment Cameron gère sa production et s'il fait pas trop de dépassements. Surtout que lui, il s'en fout de l'autorité du studio, Lui, il fait ce qu'il veut. Lui, d'ailleurs, il le dira même plus tard, il considère pas le studio comme son supérieur, comme son boss, mais comme un collaborateur. C'est lui qui a le leadership et veut le garder le leadership jusqu'au bout et sans avoir à subir la pression du studio. Et donc rapidement, entre cet émissaire envoyé par la Fox et Cameron, les relations vont être un peu compliquées. Dès le départ, Cameron va s'opposer à lui, forcément, en tout cas va pas l'écouter, et va tout faire pour éviter qu'il soit présent sur le plateau. Donc il va le piéger, tout faire pour le dégoûter, pour qu'à un moment le gars se dise « Bon j'en ai ras-le-bol, je me casse ». Sauf que le mec va quand même rester là, il va rien dire, il va juste observer, Cameron va pouvoir faire son taf, mais voilà, il avait quand même quelqu'un sur le dos qui faisait son rapport quasi quotidiennement à la Fox, qui au final... on en reparlera plus tard, va quand même laisser faire parce que c'est Cameron, parce que c'est ci, parce que c'est ça, mais il y avait quand même une sorte de contrôle, en tout cas pour mettre un frein si à un moment ça dérapait trop, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, il va leur casser les pieds, parce qu'à un moment, il va carrément... c'est lui qui va les mettre dans le noir. Ils avaient l'intention d'éclairer le fameux décor du Deep Core au préalable. Il va dire non, c'est bon, vous mettez pas d'éclairage, on y va, comme ça. Et du coup, en fait, le premier jour de tournage, ils ont tourné beaucoup moins que prévu, parce qu'ils ont été obligés d'installer tous les éclairages quasiment dans le noir.
En fait, il est stratège, il essaye vraiment de gouverner les trucs, il doit penser à 15 000 trucs en même temps, enfin, c'est assez sidérant, quoi. C'est un vrai chef d'équipe et c'est presque un chef d'armée, en fait, finalement, c'est ça. Et qui se comporte comme un chef militaire. Ah non, mais il est tout, hein. Il est dans les mains dans le cambouis. La veille du tournage, le dimanche, il y a Cameron qui est quasiment tout seul sur les lieux, il y a une canalisation qui pète, qui perd des milliers de litres à la seconde, mais un truc de fou. Et en fait, il va se démerder à patauger là-dedans et il va trouver une valve et c'est lui qui va arrêter la fuite. Ça montre bien le côté, j'en ai pas parlé tout à l'heure en le présentant, ça montre quand même le côté multitâche du bonhomme qui est un autodidacte. Tout à fait. Il faut le rappeler, il a touché à tout et je rappelais un peu tous les postes qu'il a occupés qui sont assez divers finalement, mais ils sont tous à peu près techniques, mais qui sont très divers. C'est un technicien, c'est un créateur et c'est un chef, un vrai chef de plateau, un vrai chef de guerre, finalement. Un tournage comme celui-ci, c'est presque une guerre, en fait, tellement il est compliqué, il y a une pression et il faut un chef comme Cameron pour pouvoir le mener à bien, quoi. Ah, c'est un mec qui est difficile à gérer parce que il a tout appris, comme tu disais, c'est un autodidacte. C'est le genre de gars qui démonte une caméra pour savoir comment elle fonctionne. Ouais, donc ça, du coup, après, en fait, il pense qu'il sait tout le mieux que tout le monde, mais le pire, c'est qu'il sait tout mieux que tout le monde. Aussi, Et du coup, c'est très chiant pour des techniciens quand on travaille avec un gars comme ça, parce que le mec qui connaît son boulot et qui tombe sur un mec comme Cameron, il est emmerdé parce que l'autre il lui dit tu vas faire ça comme ça, et l'autre il lui dit mais alors je peux pas. Si tu peux. T'as qu'à faire comme ça. Mais il y a une relation avec son équipe qui est de haine et d'admiration finalement, parce que comme tu dis, même si c'est quelqu'un de tyrannique, d'extrêmement compliqué, qui peut être très cassant, très violent verbalement, mais comme il maîtrise totalement tous les postes, tout ce qu'il fait, on peut pas le contredire, et les gens qui travaillent pour lui ne peuvent avoir que de l'admiration pour lui, et finalement voilà, c'est très compliqué, c'est un rapport d'amour-haine qui s'instaure et qui va continuer jusqu'à même aujourd'hui encore. Les tournages suivants, ça a été le cas. Sur Terminator 2, ça a été la même chose. Sur True Lies, ça a été la même chose, etc., quoi. Et le tournage, est très long, très compliqué, très exigeant pour l'équipe et pour les acteurs. On commence à surnommer le tournage de plein de petits sobriquets du type Son of Abyss, The Abuse. Oui, ils ont même fait des t-shirts. Life Abyss and then You Dive. Bon, c'est dit avec humour, mais ça traduit le côté un peu difficile aussi du tournage. Ah il est pas responsable de tout, Cameron, parce que, je veux dire, c'est lui qui les a embarqués dans cette galère, mais il y a des fuites de partout sur le réservoir, il y a jamais une semaine sans qu'il n'y a pas une canalisation qui pète, puis comme la canalisation pète, le courant se diffuse, du coup, juste derrière, il y a des coupures de courant, il y a des moments, ils se retrouvent dans le noir, c'est la panique totale. Alors déjà, c'est un tournage dur, et en plus, au bout de 6 semaines de tournage, déjà intense, il va se passer ce que Cameron voulait absolument éviter, c'est-à-dire les tournages de nuit. Le réservoir, pour pouvoir tourner, ils avaient mis une énorme bâche au-dessus du réservoir pour éviter la lumière du soleil. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le film est censé se passer dans de grandes profondeurs. Tout à fait. Alors que le tournage en lui-même, il se passe à des profondeurs, en tout cas dans cette cuve, à des profondeurs modérées, en fait, des petites profondeurs. 10 mètres, entre 10 et 20 mètres. Alors que l'histoire est censée se passer beaucoup plus profond. 5000 mètres de profondeur. Donc forcément, avoir une lumière du jour qui traverse, c'était trop compliqué. Donc dès le départ, en fait, ils avaient choisi de recouvrir avec une bâche la cuve pour ne pas laisser rentrer les rayons du soleil. Et en plus, ils avaient rajouté toute une couche de petites billes noires en polystyrène pour éviter pour que aucun rayon du soleil ne passe. Alors les billes, c'était aussi parce qu'en fait ils se sont rendus compte que en mettant la pièce dans le noir, la surface de l'eau agissait comme un miroir, donc dès qu'ils étaient en grand angle, de suite on se voyait à revoir les lumières au-dessus ou même le décor et même Deepcore qui se reflétait, quoi. Donc les billes permettaient de matifier, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un seul reflet, et ça permettait aussi à tout le monde de pouvoir remonter. Ce qui a été aussi un calvaire et un véritable cauchemar, apparemment, ces billes qui s'insinuaient partout dans les combinaisons. Et pour en venir à l'histoire de la bâche, elle était là donc parce que en fait ils avaient prévu de tourner uniquement 2 jours, c'est-à-dire d'avoir des horaires traditionnels de tournage. Parce que c'est déjà assez difficile de tourner dans l'eau. Donc en plus, s'il fallait tourner à des heures de nuit, c'était compliqué. Sauf que en effet, il y a eu cette histoire de la bâche que je te laisse rappeler au bout de 6 semaines. Seulement 6 semaines de tournage.
la bâche s'est déchirée. Et à partir de là, ils ont été obligés de tourner de nuit. Sachant qu'en plus, au bout de 6 semaines, la température extérieure avait commencé déjà à chuter. Donc on se retrouve, on est à peu près en octobre, donc il commence à faire froid. On est de nuit, le tournage était déjà compliqué. Alors là, ça devient presque un calvaire pour tout le monde. Alors, il faut savoir aussi que quand même, pour des raisons de sécurité et d'assurance, ils étaient obligés de tourner dans une eau à plus de 27 degrés. Oui, tout Normalement à 35 degrés, mais vu les problèmes de tuyauterie, l'eau baissait souvent. Quand ils avaient un peu froid, ils faisaient des briefings dans une sorte de petit jacuzzi improvisé en fin de journée. Et toute cette équipe qui travaillait dans ce réservoir, qui remue, qui habite là-dedans, forcément, c'est comme une grande piscine, il faut quand même la chlorer. Donc forcément, il y a des moments où on voyait plus grand-chose. Pour revenir à ce tournage de nuit aussi, c'est que certains commencent à s'endormir aussi, parce que des fois, le tournage se terminait à 4-5 heures du matin. Cameron était le dernier à sortir de l'eau d'ailleurs, mais il fallait malgré tout, au-delà du chlore, au-delà de tout ça, qui pouvait quand même essayer de les garder un peu éveillés, certains commençaient à être sous l'eau avec leur combinaison, commençaient à s'endormir aussi, et ça rajoutait aussi à la complexité, à la difficulté, et ça, oui, ça devenait dangereux carrément, quoi. Ouais. Voilà. Et donc en plus, comme je disais, ils s'étaient obligés de surveiller le pH de l'eau et du coup de verser des litres et des litres de chlore, et parfois il y en avait même trop, et du coup ils ont tous fini blonds avec des brûlures. Sur la peau, oui, le chlore a attaqué, ouais. Parce que forcément, tous ces gens dans l'eau pendant plusieurs heures, les vessies, il y a des moments, il faut les vider. Non, ne les jugez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que de plonger et d'avoir ce liquide chaud qui vient vous réchauffer de partout dans une combinaison. Non, il n'y a que les gens qui ont fait de la plongée qui peuvent savoir ce que c'est que ce bonheur qui vous envahit. Ils l'assument totalement, ils le disent d'ailleurs après le tournage, ils en ont parlé de ça, ils le disent, et au contraire, ils ont trouvé cette sensation plutôt agréable finalement. Ah, c'est ce que je dis, c'est non, ne jugez personne, ne les jugez pas. Le juger, c'est moche. Juste petite précision, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait des coupures de courant et que l'équipe se retrouvait plongée dans le noir, mais juste pour que les auditeurs comprennent aussi, c'est que être plongé dans le noir à des bonnes profondeurs sous la flotte, nous on voit personne, mais personne nous voit non plus, c'est assez angoissant, et Michael Biehn en parlait en disant il a passé un mauvais moment. Qu'il a passé un sale moment, parce qu'il s'est dit mais personne va venir me chercher, parce que personne sait que je suis là, voilà. Donc c'est des moments qui peuvent être assez déstabilisants pour tout le monde, hein. Les cascades, il y en a pas mal, mais la plupart du temps, comme James Cameron désire un film ultra réaliste, il insiste pour que la plupart des petites cascades soient exécutées par les comédiens, quoi. Il prend quelques risques aussi, puisque la fatigue aidant, on est un peu moins alerte. Et alors, il y a des normes de sécurité, chaque comédien, chaque membre de l'équipe a 1 ou 2 plongeurs de sécurité qui surveillent en permanence que tout se passe bien. Mais parfois, il y a des petits drames qui peuvent très vite survenir. Par exemple, James Cameron a frôlé la noyade. À un moment donné, il manque d'oxygène parce que son assistant réalisateur a oublié de lui rappeler de recharger son oxygène. Donc, James Cameron appelle à l'aide, et notamment, il essaye d'appeler l'opérateur Giddings, dont tu as parlé tout à l'heure, Thibaut. Mais celui-ci, il ne l'entend pas, parce qu'en fait, il est en partie sourd, parce que suite à un accident de plongée, il a perdu pas mal d'audition. James Cameron enlève son casque et sa combinaison et remonte très rapidement à la surface en expulsant de l'air pour éviter des blessures pendant la décompression. Un des plongeurs de sécurité le rattrape. Il pense être sauvé, mais il lui donne le détendeur, mais il est cassé et ne lui envoie que de l'eau. Donc Cameron essaye de se débattre. Le nageur pense que James Cameron fait une crise de panique, alors il le retient encore plus. Donc Cameron est obligé de lui donner un coup de poing au visage pour repartir à la surface très très rapidement avant de s'évanouir. Tout est bien qui finit bien, mais par contre, l'assistant réalisateur et le plongeur sont virés à la fin de la journée. Jim, I'm sorry, you're fired. Get out of here. Il va se passer à peu près la même chose pour Ed Harris lors du tournage de la fameuse scène où il descend pour désamorcer l'ogive nucléaire. Pendant le tournage de cette scène, il va se retrouver avec une perte d'oxygène, et donc il va se mettre à paniquer. Donc il va appeler l'assistant plongeur qui est censé être là au moment où il est en manque, sachant qu'il faut bien prendre en compte que les assistants doivent être assez éloignés pour pas être dans le champ de la caméra. Donc le temps qu'ils s'aperçoivent que Ed Harris est en panique, qu'il a besoin d'oxygène, et le temps qu'il arrive avec la distance, voilà, il y a toute une panique qui
qui se met en place. Et dans la panique, cet assistant va tendre justement le détendeur à Ed Harris, sauf qu'il va lui tendre à l'envers. Donc Ed Harris, dans la panique, va pas voir qu'il est à l'envers, il va le prendre, il va le mettre à la bouche, sauf que comme il est à l'envers, il va aspirer majoritairement de l'eau qui va rentrer dans ses poumons. Au lieu d'arranger la chose, ça va empirer la chose. Ed Harris va être en panique parce qu'il va sentir l'eau rentrer, il va commencer à s'étouffer, il va reprendre le détendeur, sauf qu'il a toujours pas été retourné, il va reprendre une deuxième respiration dans ce détendeur qui est toujours à l'envers, et donc il y a encore de l'eau qui va rentrer, la panique monte, et là c'est Al Giddings qui débarque, qui arrive en panique, et qui va retirer de manière violente ce détendeur, va tendre le sien justement, il va le mettre à l'endroit, et il va le donner à Ed Harris qui va enfin pouvoir respirer. Sauf que, voilà, malgré tout il a respiré de l'eau, donc il remonte en urgence, il arrive donc heureusement jusqu'à la surface, avec zéro séquelle heureusement, mais ça va être un traumatisme pour Ed Harris à ce moment-là, qui malgré tout va avoir eu le sentiment, et c'est la réalité, d'avoir frôlé la mort aussi pendant le tournage de cette scène, et il va passer une soirée et une nuit très très compliquées physiquement, mais aussi moralement après le tournage de cette scène. Ouais, apparemment. Oui, il a presque voulu partir, il a presque voulu arrêter là. Ouais, il s'est effondré en larmes chez lui ou sur la route, et ça a été dur aussi pour lui, pour Ed Harris, même le tournage, il a perdu pas loin de 12 kilos sur le tournage, quoi. Donc en sachant que tous ces gens qui passent des heures dans l'eau, pour simplifier ça, ils ont mis au point un système qui leur permettait de remplir les bouteilles sous l'eau sans avoir à remonter à la surface, ce qui faisait gagner du temps. Je vais rentrer par en dessous, comme ça je pourrais ouvrir la porte par l'autre côté. Bud, cette eau est glacée. Il ne reste plus qu'à me souhaiter bonne chance. Et pour finir, pour Ed Harris, l'expérience a été tellement désagréable qu'aujourd'hui il refuse encore de parler de son expérience sur Abyss, à l'exception du making-of Under Pressure qui est très très bien, et c'est la même chose pour Marie-Elisabeth Mastrantonio. D'ailleurs pour elle aussi ça a été un peu compliqué aussi lors d'une scène, la fameuse scène de la réanimation, elle se laisse, il y a une scène où elle se laisse mourir sachant que elle va être réanimée par Ed Harris par la suite. Elle se noie. Elle se laisse noyer pour qu'elle soit ensuite réanimée par Bud. Ça donne une scène vraiment formidable, et le tournage de cette scène est éprouvant pour les comédiens parce qu'elle est assez chargée émotionnellement, et la scène de réanimation nécessite une journée complète de tournage avec un James Cameron qui est assez exigeant, qui fait refaire plusieurs prises certains angles parce qu'il veut qu'on voit bien tout ce qui se passe correctement à l'écran, il ne faut pas de bras qui masquent les visages et des choses comme ça, et c'est très intense pour les émotions que délivre Ed Harris, mais c'est aussi très physique pour Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui est à moitié nue, toujours humide, qui reçoit des coups sur la poitrine pour être réveillée. On lui met aussi des gouttes dans les yeux pour qu'on puisse dilater ses pupilles, pour que les pupilles soient dilatées et qu'on ait l'impression qu'elle soit morte, mais en fait ce qui fait qu'elle ne voit pas bien. Donc toute cette ambiance-là sur la journée est très pesante, donc Cameron insiste beaucoup, il tire sur la corde, et sur la dernière prise axée sur Marie-Elisabeth Mastrantonio, la prise est bonne, mais en fait c'est le chef opérateur Michael Salomon qui dit on est obligé de la refaire parce qu'on n'a plus de pellicule, il faut recharger le magasin. Et là Marie-Elisabeth Mastrantonio rentre dans une colère noire et elle s'en va du plateau en hurlant on n'est pas des animaux, et elle ne reviendra pas pendant plusieurs heures sur le plateau. C'est Cameron, Galen Hurd et le mec de la Fox qui vont essayer de la raisonner pour qu'elle revienne, mais elle ne décolère pas pendant très longtemps, et donc entre temps on tourne les scènes avec Ed Harris qui était censé jouer devant Marie-Elisabeth Mastrantonio, mais en fait on lui donne à jouer devant un sac de sable, et il délivre une performance assez incroyable qui est à l'écran alors qu'il joue tout seul avec un sac Marie-Elisabeth Mastrantonio, après le tournage, elle dira qu'une chose lors d'une interview, elle en dira pas plus parce que pareil comme Ed Harris elle aura du mal à parler du film après la sortie. Elle dira Abyss était un ensemble de plein de sentiments, amusant n'en fait pas partie. C'est ça. Ok, ambiance. C'est bien, ça va là. Je vais le faire. Alors fais-le. Respire. Envoie la décharge. Attention. Allez bébé. Recommence. Respire. Recommence. Attention. Merde, pas de bout. Je suis désolée, c'est plat, ça reste complètement plat. Non. Non, elle a un cœur très fort. Elle veut vivre. Vas-y Linz. Vas-y bébé.
Bon, on a fait un long tour du tournage. Donc, ce tournage qui s'achève le 8 décembre 88. Et c'est un soulagement quand même pour tout le monde parce que ça a été quand même extrêmement difficile pour tout le monde. Cameron déclarera d'ailleurs à ce moment-là que ce tournage, c'était sa pire expérience cinématographique. Un sentiment qui va être partagé par la majorité du casting et des techniciens. On en a parlé aussi avant, entre Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio qui n'ont pas forcément bien vécu ce tournage. Qui ont pu tourner avec lui. Voilà, le physique et les nerfs de chacun a été mis à rude épreuve. Ajouter à cela le perfectionnisme notoire de Cameron, tout ça on en a parlé, mais voilà, ça fait un ensemble qui fait qu'à la fin tout le monde était très content que ça se termine, à tel point que beaucoup d'entre eux déclareront qu'ils ne feraient plus jamais un film comme Abyss. Ouais. Cameron, qui est quand même reconnu pour un réalisateur connu pour souvent collaborer avec les mêmes acteurs et les mêmes équipes, ne retravaillera pourtant par la suite avec quasiment aucune personne présente sur ce film. À la longue liste de techniciens et d'acteurs, on peut y ajouter le compositeur de la musique Alan Silvestri, dont je parlerai après, et le directeur de la photographie Michael Salomon. J'en parlais tout à l'heure, la sortie d'Abyss étant prévue 6 mois après la fin du tournage, un délai assez court, la post-production doit commencer au plus vite. La post-production, c'est d'abord du montage, bien sûr, mais c'est surtout ici la fabrication et l'intégration de nombreux effets spéciaux. On pourrait passer des heures à vous parler de chaque effet parce que la liste est ultra longue. Mais toi, Mick, tu vas nous parler d'une scène mémorable du film, celle du pseudopode. Le pseudopode, c'est ce fameux tube d'eau qui se forme petit à petit et qui vient rendre visite à toute l'équipe du Deep Core. Il essaie de communiquer. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est? C'est vivant? De l'eau de mer. Oh merde. Alors là, cette scène-là, elle est un peu particulière. Il y a James Cameron, lui, il n'est pas très sûr de l'efficacité des effets spéciaux pour traduire cette idée-là. L'idée d'avoir une tentacule d'eau, ça s'appelle tentacule d'eau, pseudopode, on lui donne plusieurs noms sur le plateau. Alors, ce qu'il fait, il prend soin d'écrire cette séquence-là pour qu'elle puisse être retirée sans interférer l'histoire, au cas où, quoi. Malgré tout, on va quand même pousser jusqu'au bout la technologie pour essayer d'en tirer quelque chose. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, le design est dû à plusieurs personnes. C'est John Bruno, le superviseur des effets spéciaux, Phil Norwood, le storyboarder, et James Cameron, qui vont travailler de concert pour traduire visuellement cette idée de tentacule d'eau. Alors, plusieurs techniques sont envisagées, de l'image par image, avec de la pâte à modeler. Il y a plusieurs techniques comme ça qui sont envisagées, mais à chaque fois, il y a une certaine limite qui est imposée par le trucage choisi. Mais ILM propose d'adopter les images de synthèse pour ça. Alors le storyboarder, lui, il fait plein de dessins, de plein de positions différentes, toutes les 10 images qui vont être animées pour ILM, et ILM va se plaquer dessus pour essayer de reproduire cette animation créée par le storyboarder. Malgré tout, Cameron est sceptique, notamment pour la manière dont vont se comporter les liquides, comment vont se refléter les lumières sur cette tentacule, mais bon, il laisse quand même faire ILM, qui est quand même très compétente. C'est quand même la société phare des effets spéciaux à Hollywood. C'est toujours pareil. On en avait parlé à l'époque de Backdraft. C'est la société montée par George Lucas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est une des premières scènes qu'ils tournent de tout le tournage pour laisser le maximum de temps à ILM pour élaborer les programmes et trouver la manière de transcrire cet effet spécial-là. Donc avec le maximum de temps, ils essayent de pousser les ordinateurs à leur maximum, tout simplement. Sur le tournage, les acteurs interagissent avec une sorte de tuyau tout moche qui est suspendu par l'équipe. Et voilà, c'est ça qu'on va récupérer. Ces plans-là vont être nettoyés par ILM et on va incruster dessus la tentacule en image de synthèse. ILM aussi va scanner les visages de Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio, puisqu'on voit leur visage qui se forme sur la tentacule d'eau. Et ils utilisent le même scanner qu'ils ont mis au point quelques années avant et qu'ils ont utilisé justement sur le film Star Trek 4.
Et à l'arrivée, ils réussissent leur coup. En gros, c'est un des effets les plus incroyables des années 80. Il y a un avant et un après une fois qu'on a vu ce plan-là, quoi. Et cet effet-là va donner quelques idées à Cameron, justement, pour faire un Terminator 2 plus tard, puisque c'est un peu ce qui va générer aussi l'envie de faire un T-1000 complètement liquide. Hasta la vista, baby. James Cameron va tourner quelques plans additionnels ou reshoot au début de l'année 1989 dans les studios de DreamQuest, mais aussi dans la piscine de sa productrice et ex-femme Gail Hennard. Le but, c'était de dynamiser certaines scènes. À l'issue de ça, il va sortir un premier montage de près de 3 heures. À cette époque, une durée aussi longue, c'était quand même considéré comme un gros risque commercial. En particulier pour un film qui comporte quand même beaucoup de scènes d'action et d'effets spéciaux. Donc la probabilité qu'il soit rentable était quand même assez risquée et faible. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la décision de raccourcir le montage, elle a été prise par James Cameron lui-même, et elle n'a pas été imposée par le studio. En plus, il avait déclaré que les réactions pendant les projections test avaient été quand même assez mitigées. Il a donc estimé qu'il fallait raccourcir le film pour qu'il atteigne une durée de 135 minutes. Cette durée, c'est celle qu'il avait dealée à la base avec le studio. Et pourtant, les responsables du studio, ils ont été horrifiés par la décision de Cameron de tronquer notamment la fin, et lui ont demandé si c'était la bonne décision. Et comme il a le Final Cut, Cameron ne change pas de décision. Ce montage est donc définitivement validé. Moi, je reviens juste sur les inserts, justement. Ça, c'est une technique qu'il emploie déjà depuis Terminator. Il se garde toujours un petit budget pour pouvoir faire des retakes parce qu'il se rend compte que parfois, quand on se retrouve en montage, il nous manque toujours un petit plan pour mieux articuler la séquence. Et donc, il garde toujours une petite somme pour avoir de la péloche, etc. et tourner des trucs bricolés. Donc, c'est notoire sur Terminator. Il y a des choses qui ont été tournées dans son salon avec ses chaussures qu'il a repeint lui-même pour faire croire que c'est le Terminator qui arrive, tout ça. Donc voilà. Et donc j'imagine que c'est issu de la même idée, quoi. Et d'ailleurs, il déclare aussi que pour lui, il y a 3 catégories de films. Il y a les gros budgets, il y a les petits budgets, et il y a ceux sur lesquels on ne peut pas se permettre le moindre gâchis. Lui, il se déclare être un spécialiste de la 3e catégorie. Voilà. Donc c'est un peu le système D qu'il a appris chez Corman, qu'il met en pratique même sur des gros projets comme celui-là, et qui mettra aussi en pratique sur des films comme Titanic ou Avatar. C'est pas con. Bah ouais, c'est pas con. Moi, je trouve ça super. Ça permet d'avoir, pendant ton montage ou à la fin de ton montage, de réajuster, de retourner et de rendre plus efficace certaines scènes. Par exemple, il y a une scène de poursuite entre 2 mini-submersibles. En fait, elle a été tournée, la majorité a été tournée en 88 pendant le tournage dans le bassin A. À Gaffney, ouais. À Gaffney, en Caroline du Sud. Et puis, il s'est aperçu pendant le montage que cette scène-là, il manquait quelques inserts, il manquait quelques plans de coupe pour rendre plus efficace cette poursuite. Et donc, avec cette enveloppe-là, il va tourner des plans additionnels de cette poursuite dans la piscine olympique de Los Angeles et ils vont assembler ça. Et des fois, il y a 6 mois de différence entre un cut et un deuxième cut qui arrive à la suite, quoi. Et ainsi de suite. Et c'est une succession de scènes qui ont été tournées à 2 endroits différents et à 2 époques différentes. Au niveau de la partie son, les dialogues ont été enregistrés directement depuis les scaphandres, depuis les casques. Tout a été enregistré, mais par contre, la problématique, c'est que les aides respiratoires pour les comédiens s'entendent, elles font du bruit, tout ça. Et en post-prod, il a fallu ôter tous ces bruits parasites pour pouvoir avoir un son lisible, mais malgré tout, en cours de route, comme le son devenait vraiment très clean, James Cameron a insisté pour réintroduire un peu le son de cette respiration sur certains moments, parce que sinon pour lui c'était trop artificiel, quoi. Oui, ça manquait de réalisme. Ça manquait de réalisme, voilà. Après, au niveau du son, la Fox a vraiment appuyé le film jusqu'au bout, parce qu'elle aurait pu accélérer un peu la production et la post-production notamment. Mais la Fox a vraiment accompagné James Cameron au bout de l'aventure et a vraiment proposé au film de sortir avec une bande-son en 6 pistes, ce qui n'était pas non plus monnaie courante encore à ce moment-là. Voilà, vraiment, ça a été un vrai partenariat entre les deux. Et alors, du coup, on est dans la partie son, mais un des trucs les plus importants aussi de la partie son de Abyss, c'est le score de Alan Silvestri, quoi.
aujourd'hui, donc, c'est Alan Silvestri qui a été choisi pour composer le score de Abyss, dont ce sera la seule et unique collaboration avec James Cameron, parce qu'il est plutôt habitué à travailler avec Brad Friedel, mais là, il a bossé avec Silvestri. Parce que les attentes et les enjeux autour de ce film étant forts, la Fox a voulu s'assurer la collaboration d'un compositeur solide à qui l'on doit déjà à l'époque quelques bandes originales très marquantes. Après un début de carrière à la télévision, Silvestri va en effet signer dans les années 80 des scores devenus carrément cultes depuis, quoi. On lui doit notamment la musique de La Poursuite du Diamant Vert, Predator, Forrest Gump, Roger Rabbit et bien sûr celle inoubliable de Retour vers le futur. Il deviendra d'ailleurs le compositeur presque attitré de Robert Zemeckis. Plus récemment, c'est lui qui a signé la musique de la saga d'Avengers. Waouh. Alors pourquoi cette collaboration avec Cameron n'aura pas de suite ? Comme beaucoup de gens ayant participé à ce projet, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'a plus voulu travailler avec le Canadien fou, traumatisé par son caractère contrôle fric. Parce que même pendant la composition du score, en fait, Cameron était sur le dos de Silvestri constamment et lui demandait toujours d'aller au sens opposé que proposait Silvestri. Silvestri, malgré tout, s'est plié aux volontés de Cameron, mais voilà, c'était compliqué, il l'a fait vraiment à contre-cœur. Notamment sur la fameuse scène de la mort provisoire de Marie-Elisabeth Mastrantonio, cette noyade en fait volontaire pour pouvoir se sauver, pour pouvoir revenir sur Deepcore. Silvestri avait composé un thème très fort en émotion et Cameron a dit non, pas du tout, moi je veux un truc très très froid, il faut que l'émotion elle se passe au niveau des acteurs et pas au niveau de la musique. Silvestri n'était pas très content, mais il l'a accepté quand même. Voilà. Et c'est l'exemple symptomatique de la relation qu'a eu aussi Silvestri avec Cameron. Donc voilà, ça a été le cas pendant le tournage et ça a été le cas aussi après le tournage. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette BO d'Abyss ? Bon, c'est pas tellement une surprise, on connaît la qualité du monsieur. Là-dessus encore, Silvestri, et malgré les demandes de Cameron, Silvestri signe une nouvelle très belle composition. Ce qu'on retient surtout, c'est le magnifique thème principal qui est très court. Au début, c'est l'opening title qui fait une quarantaine de secondes, mais qui sera utilisé maintes et maintes fois dans pas mal de bandes annonces par la suite. Pour le reste, on retrouve quand même beaucoup de sonorités entendues dans celle de Retour à le futur et celle de Predator, comme le tam-tam lors de la scène de combat entre Michael Biehn et Ed Harris, pour souligner le côté primitif de l'homme en fait. Comme très souvent chez Silvestri, l'ensemble est majoritairement très orchestral, épique, et apporte une puissance émotionnelle supplémentaire au film, pour moi. Le score est fabuleux. Moi j'adore, je trouve ça impeccable. Thème principal, là, avec cette envolée, là, quand ça démarre, là, avec le sous-marin qui apparaît. C'est trop bien. Tous les bruits de sous-marin, c'est excellent. Donc Abyss sort aux États-Unis le 9 août 89 dans 1533 salles. Les critiques sont globalement mitigées, certaines reprochant au film sa longueur, d'autres de ne pas explorer toutes les pistes du scénario. Alors, on peut l'expliquer parce que, on en parlait tout à l'heure, le premier cut faisait 3 heures, il était très complet et il a été coupé par la volonté de Cameron, simplement pour ne pas prendre de risques d'un point de vue commercial. Donc le film va rapporter 52 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 35 millions de dollars environ dans le reste du monde, pour un total mondial d'environ 90 millions de dollars. Alors le film rentre dans ses frais, on en parlait tout à l'heure, le budget était situé entre 50 et 60 millions de dollars, mais ça reste une déception pour la Fox et Cameron qui s'attendait quand même à beaucoup mieux pour un film où il y avait une grosse attente dessus, ça a été un enjeu technique, technologique, Cameron est déçu parce que c'est son film peut-être le plus personnel, donc il y a mis quand même beaucoup... aussi bien physiquement que psychologiquement, il y a mis beaucoup dans ce film. Et d'avoir un résultat comme ça, qui atteint pas les 100 millions de dollars à travers le monde, ça reste quand même une déception. Ça reste son seul vrai échec, même s'il n'est pas cuisant. Demi-échec. On peut pas véritablement le considérer comme un échec pur, mais par rapport au succès et au carton, c'est même plus des succès, c'est des cartons comme ceux de Titanic et d'Avatar, et même du diptyque qu'il a réalisé lui, de Terminator. Quoi, il y en a d'autres après ? Non, il n'y en a pas eu, ça s'est arrêté à 2. Il y en a que 2 ? Non, en fait, le dernier a été réalisé en 91. On a dit qu'on parlait que des films qu'on aimait. Le reste n'existe pas.
Alors en France, le film sort donc le 27 septembre 89. Par contre, en France, il sera considéré comme un succès, parce qu'Abyss va atteindre les 2 millions d'entrées en fin d'exploitation. En 93, une nouvelle version du film sort en salle, enrichie de presque 30 minutes. C'est finalement le premier cut en fait de 3 heures qui va être finalisé et qui va sortir en salle, donc 4 ans après la sortie initiale du film. Alors si le nombre d'entrées sera limité, les critiques seront cette fois bien meilleures. Non, c'est normal, puisque là, le film est réellement beaucoup plus riche et finalement beaucoup plus équilibré. Et maintenant la phase la plus importante, on va vous donner un peu notre sentiment sur le film. Donc on va démarrer cette partie où on va donner notre avis, on va chanter les louanges du film, avec peut-être quelques petits bémols. Mais avant de commencer, on voudrait revenir d'abord sur la version longue, qui est sortie 4 ans plus tard, d'abord en salle, puis après en VHS et puis bien plus tard en DVD, qui nous a permis de revoir le film, peut-être même de le réévaluer. Quelle est votre impression, vous, sur la version longue du film ? Alors moi, comme je le disais au début, la version courte déjà qu'on avait vue en 89, je l'avais beaucoup aimée. Et c'est vrai que cette version longue que j'ai découvert au début des années 2000, sur le DVD qui était sorti, m'a permis d'encore plus apprécier le film. Je parlerai après des quelques bémols que j'ai quand même sur ce film, mais le montage de cette version longue m'a paru plus cohérent, me paraît toujours plus cohérent par rapport à la version courte, parce que les ajouts qui ont été faits concernent surtout des interactions entre les personnages. Et donc le fait aussi d'approfondir la caractérisation des personnages permet à mon sens de mieux comprendre leur motivation. Et donc vous l'aurez compris, ma version préférée, c'est la version longue. Ah oui, moi aussi. Ouais. D'ailleurs, ce qui a été réinjecté, c'est pas forcément rajouté, mais réinjecté, c'est toutes les séquences qui sont en lien avec le tsunami, la grande vague qui va arriver et qui va tout balayer. Mais pas que, voilà, ouais. Justement. J'en parlais, il y avait les relations entre les personnages, il y a ces scènes de tsunami de la fin, il y a beaucoup de bulletins d'infos en fait qui étaient pas présents dans la version initiale, qui ont été rajoutés pour bien faire comprendre finalement le contexte aussi mondial, pour expliquer certaines motivations des aliens qu'on comprenait pas forcément dans la version courte. Et là, c'est beaucoup plus clair dans cette version longue. Alors c'est curieux parce qu'en fait, la version cinéma, elle est un peu plus obscure finalement sur les intentions et tout ça, mais ça se termine de manière plutôt ronde, c'est-à-dire ça se termine bien, même si on n'a pas tout compris, il y a quelque chose qui est... c'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'on comprend pas tous les tenants et les aboutissants, mais en même temps, ça se termine quand même bien, on va dire. Alors que la version longue, finalement, elle détaille beaucoup plus les choses, elle est beaucoup plus satisfaisante d'un point de vue dramaturgique, mais elle a un petit bémol sur la toute fin, sur l'immersion du vaisseau spatial qu'on voit qui est un peu... quand ils sont sous l'eau, les extraterrestres sont assez majestueux, mais quand ils sont à l'extérieur, il y a un petit côté, ça fait redescendre la magie, je trouve, et je suis pas le seul, je crois. Alors moi, en fait, j'ai découvert la version longue avec le coffret qui est sorti quelques années après, un joli coffret. J'ai dit non, mais je pas envie de revoir la version courte. La version longue était vraiment excellente. Tout ce qui me manquait de la version courte était dans la version longue. Et du coup, en fait, je me suis éclaté avec cette version longue, que j'ai après racheté en DVD. Il y avait un petit coffret en zone 1 qui était sympa avec des petits... Ils avaient fait un joli menu en 3D où on rentrait à l'intérieur du vaisseau avec où on choisissait des portes et tout. Franchement, il était vraiment sympa. Pour l'époque, c'était bonnard. Que du bonheur, cette version longue. La partie... moi, je kiffe ce passage qui est pas dans la version courte et que je trouve mais excellente. C'est ce passage où il chante sur un morceau de country de Linda Ronstadt, c'est trop bon quoi. En fait, Cameron, il est trop fort parce que avec pas grand chose, il arrive à créer une ambiance d'équipe, et ça c'est des trucs qu'il sait faire, comme dans Alien avec quand les Marines se réveillent ou le repas. Et là c'est pareil quoi. Avec quelques trucs, dont cette scène là, il arrive à créer vraiment une cohésion d'équipe. On les aime, on a envie de voir ce qui leur arrive. Late last night I seen my pretty Alice in every headline. Alice, Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Tucson, Gary, to have your feet a tall and far.
C'est vrai que il y a dans la plupart de ces films, notamment tout ce qui est les ouvriers ou les militaires et tout ça, les gens qui bossent en équipe, probablement parce que ça vient de son côté un peu meneur d'hommes, hein. Il arrive vraiment à traduire ce truc-là de film en film. Même dans Titanic, on a des choses un peu comme ça, hein, dans la salle des machines et tout ça. Je trouve ça assez admirable aussi, hein. Je suis assez d'accord avec vous deux et je reviens sur le fait que je préfère aussi encore aujourd'hui la version longue, mais je suis d'accord avec toi que les bémols finalement, je les ai aussi, ils me sont venus aussi avec la version longue. C'est totalement paradoxal, mais c'est paradoxal. C'est pas faux. Ouais, non, peut-être. Mais bon, non, pas le bémol de la fin quand même, hein, mais bon. La fin, c'est pas qu'elle me gêne pas la fin, mais il y a un petit côté un peu plus naïvo cucu qui avait pas forcément dans la version courte et qui qui a dans cette version longue, notamment avec la rencontre entre le personnage d'Ed Harris, Bud et les extraterrestres, qui est utile en fait pour bien comprendre, je reviens là-dessus, sur le contexte et les intentions des aliens, mais ça traduit un message que je trouve un peu naïf, un peu cucu, et que aujourd'hui de voir ça fait un peu, ça casse un peu la dramaturgie. Mais malgré tout, dans la globalité du film et pour la compréhension globale du film, ces séquences-là, elles sont utiles, elles sont indispensables. Elles sont utiles parce que c'était quand même prévu pour qu'elles sortent. C'est lui qui a voulu sortir un film plus court, et surtout en fait à l'époque, au moment où il a sorti le film, ils avaient pas vraiment la technologie pour faire ces scènes. C'est surtout la scène du tsunami en fait, c'est la seule scène en fait où ils avaient pas la technologie. Tout à fait. ILM avait fait des tests sur le tsunami, sur la vague en fait qui est censée submerger la côte, et ça fonctionnait pas, donc ça déjà c'était sûr qu'il allait le couper. Mais après l'intention de Cameron de couper son montage, et en accord avec sa productrice et femme, Gail Hannard, c'était parce que à l'époque ils estimaient qu'un film de quasiment 3 heures c'était commercialement un suicide. Oui, à l'époque c'était pas banal quoi. Alors qu'aujourd'hui on en a des pelletés et ça n'empêche pas les films de fonctionner. Ah bah oui, les Avengers et compagnie. Mais je pense aussi que ce qui se passe, c'est que la version courte, on était en permanence en huis clos, alors que cette version longue nous fait sortir de l'eau, nous fait sortir à l'extérieur et nous faire voir ce qui se passe à l'extérieur. On a des allées-venues. Je trouve quand même que le passage où Bud revient, je pense qu'elles sont encore plus fortes avec le fait qu'on ait vu l'extérieur et tout ça, je trouve. Ouais, alors voilà, c'est ça qui est paradoxal dans cette version, c'est que vraiment il y a une vraie plus-value sur plein de points, et je te rejoins aussi là-dessus sur le retour de Bud, et en même temps il y a des petits bémols qu'on n'avait pas forcément, de la naïveté qu'on récupérera d'ailleurs dans Avatar 25 ans plus tard. Oh oui. Mais c'est curieux, en fait j'ai presque envie de dire qu'il nous faudrait une troisième version qui soit un peu en entre-deux quoi, en dégraissant un tout petit peu la version longue pour trouver le montage satisfaisant. En fait c'est dégraisser surtout cette fin en fait, parce que le reste en fait, toutes les scènes qui sont ajoutées entre le début et ce dernier acte en fait, elles sont super parce que elles sont basées sur les personnages. Notamment il y a une dispute entre Bud et Lindsay qui était pas dans les versions courtes, qui est rallongée, qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à une scène de l'Empire contre-attaque. Plan par plan, elle me fait vraiment penser. Cette scène, elle est hyper importante parce qu'elle permet de comprendre leur ancienne histoire d'amour, leur ancien mariage, et aussi les rapports qu'ils vont avoir pendant tout le film en fait. Et cette scène qui doit durer 2-3 minutes, elle est pas très très longue, mais elle est essentielle pour toute la suite de leur rapport qui est extrêmement fort. Il revient crescendo, et cette scène-là, elle pose les bases de tout ce qui va suivre en fait. Ouais, tout à fait. Quand on voit la version courte, et je te rejoins Thibaut, aujourd'hui, moi la version courte, je peux plus la regarder parce qu'il me manque ça, au moins ça, tu vois. Même si je suis d'accord avec toi, Mick, je serais assez d'accord pour elle n'arrivera jamais, hein, bien sûr, cette version d'entre-deux. Ouais, non, bien sûr. Mais c'est vrai que garder toutes les scènes qu'il a remises dans la version longue jusqu'au dernier acte et enlever quelques petits trucs qui amènent, enfin en tout cas mes bémols. C'est sûr par contre que la version longue, c'est la version on va dire définitive du film, c'est celle qui se rapproche le plus du scénario de base, et s'il y en a une à visionner, c'est celle-là. C'est celle-là, ouais. De toute façon, comme je le disais précédemment, c'était le montage initial qu'il a lui-même voulu couper, mais c'était le montage qui était prévu à la base. C'est le premier cut, et finalement on a récupéré le premier cut qui était même validé par la Fox. La Fox l'avait pas tiqué par rapport à ce premier cut. C'est lui qui a dit non, mais on va couper pour les raisons que j'ai déjà citées, quoi. D'ailleurs, Cameron a déjà plusieurs fois dit que la Fox l'a vraiment accompagné jusqu'au bout et que il est entièrement satisfait de la collaboration avec la Fox jusqu'au bout du film, parce que ça s'est très bien passé, quoi. Oui, on l'a dit, mais c'est vrai qu'ils ont pris plutôt des bonnes décisions, des moments un peu difficiles où ils auraient pu l'empêcher d'aller au bout de ses idées, et à chaque fois ils ont dit on fonce, quoi. Ils ont pris à chaque fois les bonnes décisions, quoi.
Et même le semi-échec du film, finalement, au box-office, ça n'a pas entaché cette confiance, cette collaboration. Par la suite, il a toujours travaillé pour la Fox, quoi. Ouais. Il avait travaillé avant avec Aliens, et puis ensuite il y aura True Lies, ensuite il y aura Avatar, Titanic, voilà, tous ces films-là, il les a fait avec la Fox, quoi. C'est bien les seuls avec qui ont encore eu envie de travailler avec lui. Probablement aussi, ouais. Pas Titanic, c'est la Fox, mais Paramount aussi, parce que... Oui, c'est vrai. C'est l'association des deux gros. Ouais. Parce que la Fox n'était pas capable de financer un tel projet. C'est deux gros studios qui ont collaboré pour sortir un film comme Titanic. Et bon, ils l'ont pas regretté au final. Ça remet justement un truc en perspective, c'est que systématiquement, les films de Cameron, à partir d'Abyss en tout cas, ça va être à chaque fois des records de budget. Il y a Abyss qui fait partie des plus gros films de cette année-là. Terminator 2, c'était le plus gros budget de l'époque. C'était 100 millions de dollars si je dis pas de bêtises. Et puis après, True Lies, ça faisait partie des très gros budgets aussi de l'époque. Titanic a été le plus gros budget de son époque. Et Avatar aussi. À chaque fois, c'est l'escalade. Systématiquement, il a toujours... À la fois, il a de l'avance sur la technologie et tout ça, parce qu'il a vraiment toujours 3-4 trains d'avance sur tout le monde, sur les technologies... Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a quand même une sorte de mise en scène qui est assez classique. C'est même presque plus classique que Spielberg. Mais la technologie qu'il emploie, c'est la technologie qui sort pour tout le monde 5-6 ans après, quoi, limite. Le seul équivalent que je vois, c'est Robert Zemeckis. Du fait d'avoir tout le temps de l'avance sur les effets spéciaux, sur les trucs comme ça, il y a toujours une sorte d'impression de sidération qu'on récupère. C'est-à-dire, finalement, quand on réfléchit, il n'y a pas beaucoup de films où on se retrouve avec des séquences où on se dit « Oh putain, je sais pas comment ils ont fait ça » ou alors c'est juste extraordinaire. 2001 ou Star Wars et tout ça, ça a dû être des films qui ont provoqué la sidération en leur temps. Et je trouve que notre génération, en tout cas, a connu cette sidération-là avec les films de Cameron. Par exemple, la séquence du pseudopode, c'était quand même du jamais vu à l'époque, et donc du coup tout le monde était là, mais moi le premier, voilà comment ils ont fait ça. Oui, cette séquence est exceptionnelle, et c'est celle qui a donné cet engouement pour le film, qui a fait passer ce film à un niveau supérieur au niveau des effets spéciaux, etc. Et l'a mis en avant parce que c'était un précurseur au niveau effets spéciaux. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est tous les autres qu'on ne voit pas. Qu'il y a ailleurs qu'on finalement on voit pas. Bah c'est vrai que quand même, voilà, on en a déjà parlé en long en large, mais c'est vrai que les effets spéciaux sont incroyables. C'est-à-dire que les plateformes, les sous-marins, les trucs, quand tu vois toutes les miniatures qui sont conviées, alors certes avec des grands modèles. Ah ouais, il y a pas de miniature, parce que 18 mètres. Oui, moi j'ai toujours cru que c'était du vrai, quoi. Ah ouais, non mais moi je me suis jamais posé la question. Voilà, c'est ça. Avant le podcast, quoi. Il faut être clair. Je me suis laissé embarquer à chaque fois. Pareil. En me disant, bah oui, je sais bien que c'est pas vrai, mais je me suis jamais posé la question parce que c'était ça coulait tellement de sources, à part ce pseudopode qu'on voyait parce que c'était une prouesse technique. Ça c'est voyant. C'est là que tu te rends compte que le pari de Cameron de faire un film hyper réaliste est quand même réussi, et même 30 ans plus tard, c'est encore difficile de faire la fine bouche devant le résultat, quoi. Ouais, il y a peut-être 3 scènes qui me font un peu tiquer. C'est la scène de la grue quand elle s'effondre. Il y a quand même on voit un peu la maquette parce qu'il y a l'eau. C'est à cause de la pesanteur probablement. Et voilà, on voit un peu le. Tu chipotes. Ouais, je sais, mais on voit un peu la maquette. Il y a le moment où Bud est soulevé par l'alien et qu'il l'aide. On voit un peu la séparation entre le personnage et ça c'est vrai. On voit un peu une différence d'image entre les deux personnages. Et que ça bouge un petit peu, et puis ce dernier acte avec le décor qui est très beau, ce vaisseau en nacre, mais qui fait un petit peu plus en dessous de ce qu'on a vu dans le film, quoi. Ouais, moi je trouve pas gênant en fait ce décor non plus, en extérieur. Non, c'est pas gênant, mais il est plus majestueux sous l'eau, quoi. Ouais, voilà. Ah oui, clairement. Mais parce qu'il y a ce jeu de néon, il y a de ce jeu qu'il n'y a pas dehors, donc c'est clair que cet éclairage, ces néons, tout ça, ça donne un côté magique et un côté
côté un peu de science-fiction, quoi, que t'arrives à un truc, t'as une plateforme qui est quand même bien faite, faut quand même le dire, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu magique. Alors c'est pas des néons, c'est de la fibre optique, éclairée avec des lasers. Je veux dire, ils avaient poussé quand même le truc loin, parce que Cameron voulait pas que ça fasse lisse, il voulait de la matière, il voulait, comme il disait, il voulait de la matière dans la lumière. Donc c'est-à-dire que la lumière, il y ait des reliefs et tout ça, malgré que ce soit noir avec des couleurs, voilà, et c'est réussi, franchement. Quand je dis néon, en fait, c'est l'impression que t'as en tant que spectateur que c'est des néons. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai compris, mais comme j'en avais pas trop parlé de ça, bon. Mais ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est le rapport à la technologie de Cameron. La technologie qu'il utilise dans ses films et la technologie même qu'il met dans ses films. C'est-à-dire la structure même des scénarios et tout ça. Moi, ce qui me fait halluciner dans ce film, c'est que déjà, on n'a pas vraiment d'année qui est donnée. Et du coup, quand je l'ai revu là, je me suis mis à penser que ça a pas vieilli, quoi. La station Deep Core, elle est toujours d'actualité, quoi. Ça pourrait être aujourd'hui, elle fait pas ringarde, loin de là. Elle est complètement basée un peu sur la station internationale avec ce style évolutif, avec des modules qu'on assemble. Franchement, non, ça fait pas ringard. Rob Cobb, il a fait un boulot encore une fois incroyable, parce que ça passe, quoi. Moi, ça, mais au niveau des scaphandres. Voilà, quoi, je veux dire, on dirait qu'on a stagné, en fait il a tout fait là et que depuis on stagne. C'est ça, en fait, il y a un double mouvement, je trouve, dans ces films. Il y a la technologie qu'il utilise pour ses films, celle qui pousse toujours plus loin et tout ça, malgré une mise en scène qui est classique dans le bon sens du terme, et aussi son rapport à la technologie, où il est peut-être ambigu là-dessus. Il en parle même dans le bouquin là sur la science-fiction, parce qu'il a sorti un bouquin où il interroge Steven Spielberg, Christopher Nolan, Ridley Scott et tout ça. Il en a fait même une série pour AMC, et il s'interroge sur la science-fiction et tout ça, et donc lui-même dit que ce qui est dans ses films, c'est pas forcément ce qu'il pense réellement de la technologie. Lui, en tant que personne, en tant qu'être humain, ce qu'il pense, c'est que la technologie va peut nous sauver, c'est-à-dire de la crise écologique que l'on traverse. Lui, il pense, comme Ridley Scott d'ailleurs, il pense qu'il faut en chier de la technologie pour pouvoir s'en sortir et trouver les moyens de faire évoluer l'humanité pour qu'elle puisse survivre. Par contre, dans ces films... Ce qui est hyper paradoxal avec Terminator 2, par exemple. Voilà. En fait, il l'explique aussi parce que, en gros, dramaturgiquement, c'est plus intéressant, selon lui, de pas aller vers le positivisme dans un récit, mais d'aller plutôt vers la terreur, quoi, de quelque chose qui ne va pas fonctionner. On sera tous d'accord pour dire que la science-fiction ne parle jamais du futur, mais du présent, des peurs actuelles, en fait, et que c'est traduit Soleil Vert ou des choses comme ça. Même si ça peut être en avance sur leur temps, c'est des peurs actuelles, quoi. Il y en a beaucoup qui n'en étaient pas, mais qui le sont devenus des films d'anticipation, en fait. Soleil Vert, je trouve que... Alors, on n'en est pas encore là, mais je trouve qu'on tend vers ça, malheureusement. Et Terminator 2 aussi, parce que ce qu'il dépeint de l'intelligence artificielle et des risques et des dangers de l'intelligence artificielle, à l'époque, ça nous paraissait... irréaliste, impensable, et finalement on se rend compte que c'est pas si c'est pas si faux que ça, et ça se rapproche plutôt de cette vision apocalyptico pessimiste qu'il a dans le film, qu'il avait pas dans la réalité, comme tu dis, mais en tout cas dans le film. Il y a un trait commun dans ces films, Titanic, c'est l'ambition humaine qui court à sa perte, en fait, voilà, la démesure technologique humaine qui va couler. Skynet, c'est justement l'intelligence artificielle qui va suppléer à l'homme, etc. Mais il reste toujours très au fait de tout ça. Alors dans ces films, c'est très concret, l'homme court à sa perte à cause de la technologie, mais c'est pas ce qu'il pense lui, et il est très au fait de ce qui se fait dans la science, en fait, c'est quand même quelqu'un qui est tout le temps à l'affût de tout ça. Et dans le fameux bouquin et la série télé dont je parlais là, il explique qu'il va parfois même à des conférences sur l'intelligence artificielle, etc. Et pour l'anecdote, à un moment, il a été à une conférence sur l'intelligence artificielle. Les mecs étaient en train d'expliquer que l'intelligence artificielle, c'est super parce qu'on va pouvoir domestiquer une intelligence artificielle supérieure à l'homme et lui demander de faire des tâches un peu basses et surtout essayer de lui injecter de l'émotion. Et donc là, c'est à ce moment-là que Cameron lève la main et dit: mais est-ce que vous vous rendez compte que vous voulez donner une intelligence qui va être supérieure à l'être humain, lui donner de l'émotion et lui demander de faire des choses que nous, on ne voudrait pas faire? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe dans cette démarche-là? Évidemment, la salle entière s'est mise à rigoler parce que lui
tout le monde connaît James Cameron et donc tout le monde se dit c'est le mec qui a fait Skynet, donc du coup oui évidemment c'est rigolo, mais en fait c'est pas si con que ça. Non, c'est pas si con, mais tu es en train de parler des robots. Il y a, je veux dire, Isaac Asimov a quand même fait la règle aux lois de la robotique. Tu penses forcément aux robots d'Asimov et par extension à iRobot, quoi. Avec la rébellion de ces robots à qui on demande de faire des tâches, ingrates, entre guillemets, avec les évolutions de ces robots, les upgrades de ces robots qui ont une émotion et qui vont se rebeller, quoi. Ça avait été déjà abordé dans les années 50-60 par Asimov, quoi. D'ailleurs, c'est quoi les lois de la robotique? Parce que pendant qu'on y est... Je sais plus. Règle numéro 1, on ne parle pas du Fight Club. Ouais, c'est ça. Règle numéro 2. On ne parle pas du Fight Club. Alors, dernier petit truc, c'est James Cameron, c'est quelqu'un qui a fait plein de petits boulots, qui a été camionneur, qui a mis les mains dans le cambouis et tout ça. Il a une véritable affection, en fait, pour tout ce qui est monde ouvrier et tout ça. Apparemment, un de ses films favoris, c'est Norma Ray avec Sally Field, qui parle d'une femme qui est dans un syndicat et qui se met en grève et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il infuse dans ses films régulièrement. On en parlait, sur Aliens, sur Abyss. Et dans Abyss, il y a à la fois le sentiment de fraternité, mais il y a aussi on aurait pu avoir un scénario qui était comme il l'avait fait à la base, avec des scientifiques, quelque chose d'un peu hautain, mais finalement le fait de revenir sur des gens comme vous et moi, en fait, des travailleurs vraiment qui aiment le boulot bien fait, c'est un peu une constante qu'il partage avec Michael Mann, ça crée de l'immédiateté, il y a un rapport qui nous paraît moins... c'est pas comme dans Sphère par exemple, où on n'a que des scientifiques, on est un peu, on les voit, mais on n'a pas l'impression qu'on ressemble à ces gens-là. Ce qui n'est pas le cas de Abyss, ce qui n'est pas le cas de Aliens et des autres films qu'il a fait, y compris dans Avatar aussi. Non, là, on est vraiment ancré, il n'y a pas de jeu de mots, on est vraiment ancré dans la réalité. C'est des ouvriers du pétrole. Dès le départ, on les voit là, évoluer à l'intérieur de ce décor. Voilà, il est là en train de dire vire-moi ça c'est dégueu, on dirait ma chambre, on dirait mon appartement. Je veux dire, on rentre très très vite. Typiquement, Bud, c'est un peu le reflet de Cameron, quoi. Ouais. Le chef d'équipe qui est un peu directif, qui est un peu paternel. C'est intéressant parce qu'il y a toujours un personnage comme ça. En tout cas, quand il y a ces groupes-là, il y a toujours un chef. Et là, typiquement, Bud, c'est un peu le portrait de Cameron. Et l'histoire de Bud et Lindsay, c'est le reflet du divorce de Cameron avec Gale Heinrod. C'est là vraiment. On peut dire, en tout cas sur Abyss, que Bud, c'est une extension de Cameron, ouais, carrément. Quelque part, il a un peu tendance à étaler ses histoires d'amour, puisque finalement, Terminator serait la rencontre, Alien serait un peu une sorte de rivalité. De rivalité, oui, et de rivalité et de compromis, c'est-à-dire de vivre ensemble pour faire avancer quelque chose. Et le dernier, Abyss, serait une rupture, une rupture gentille, puisque finalement tout s'est bien fini et que ils sont restés en bon contact. Dans le film, finalement, on se doute à la fin quand même que c'est une fin. Ils se remettent ensemble, ce qui n'a pas été le cas de son histoire. On ne sait pas s'ils se remettent ensemble. En tout cas, ils passent à un niveau supérieur. Les liens se sont rapprochés. C'est pas forcément qu'ils se remettent. Oui, mais on sait pas. Il y a pour moi une des plus belles scènes du cinéma. On en a déjà parlé, mais une des plus belles scènes du cinéma, c'est la résurrection de Marie-Elisabeth Mastrantonio, quoi. Si vraiment on me demandait de choisir une dizaine de scènes pour dire quelles sont les 10 scènes marquantes pour toi du cinéma, de tout ce que tu as vu, je mettrais celle-là dedans, quoi. Il y a cette séquence-là, elle est vraiment, elle file des frissons, le côté désespéré d'Ed Harris qui essaye de ressusciter son ex, etc. Et là, tu comprends tout l'amour qu'il a pour elle. Non, mais en plus, ça part de plus loin, ça part à partir du moment où ils sont coincés tous les deux dans ce petit sous-marin et ils essayent de trouver une solution et puis qu'elle se noie. Elle le regarde. Putain, il est là et quand il hurle, quand elle se noie et puis ils partent là, il est là, il la
porte, putain, en plus, il l'a vraiment porté. Tu ressens vraiment tout ça, quoi. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. C'est le climax de tout un groupe de séquences qui s'enchaînent comme ça. Après, c'est sûr, elle prend encore plus de poids quand tu la vois dans la continuité, mais même quand tu la regardes juste de manière isolée, elle est puissante quand même, parce que tu comprends toute la caractérisation, la backstory, tu la ressens, tu comprends l'amour désespéré, etc. Enfin, c'est vraiment... elle est excellente, il n'y a pas photo. Ed Harris est juste génial. C'est un comédien qui est toujours juste, quels que soient les films dans lesquels on le retrouve. Le film peut être bon ou mauvais, lui, il est toujours impeccable. Finalement, si tu regardes toute la filmographie de ce qui a été fait de films sous-marins, il y a Le Monde du Silence de Cousteau et il y a Abyss, quoi, voilà. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites sur ce film Abyss. Je veux dire, au niveau communication, par exemple, le travail qui a été fait sur les casques, sur l'éclairage, sur la motorisation de certains systèmes pour filmer. La photographie sous-marine a fait un bond de géant grâce à ce film. Bien sûr. Après, c'est pareil, le film aussi, par rapport au Pseudopode aussi, il y a une sorte d'avant et après. Hein. Là, c'est vraiment un des premiers films avec, on va dire, Willow, qui va nous permettre de faire des choses impossibles à faire, qui vont donner donc à Cameron l'idée du T-1000, la fabrication du T-1000, et donc qui sera là le véritable palier aussi pour les effets spéciaux. Hein. En fait, c'est pas que ça va donner l'idée, oui, c'est que ça va le conforter, ouais. Parce que il avait déjà eu l'idée pendant le premier Terminator. Tout à fait, et ouais. Il voyait pas trop comment ça pouvait être fait, et en faisant le pseudopode, il s'est dit on peut le faire, quoi. Ça peut être fait. Ouais. Alors qu'au départ, il savait pas trop si le pseudopode allait marcher et tout ça, et à la fin, il a été séduit par ces outils-là. Et aussi, petite anecdote aussi, c'est le premier film où il y a eu une utilisation de Photoshop dans une version bêta. C'est le premier film Abyss à utiliser le logiciel bien connu de nos services. D'accord, pas mal. Malgré tout, aujourd'hui, quand on parle de Cameron, et j'en parlais au tout début, en fait, en préambule, de Cameron, on cite jamais Abyss, bizarrement, ouais, alors jamais. que... Et c'est pour ça qu'on a fait l'émission. C'est pour ça qu'on a fait l'émission, et je trouve que c'est assez injuste parce que, vous l'avez entendu, hein, c'est un film qu'on aime beaucoup, et je pense que c'est un film qui mérite beaucoup plus de reconnaissance qu'il ne l'a aujourd'hui. C'est vrai qu'on retient toujours les autres films de Cameron qui sont quasiment tous excellents, mais celui-ci mérite aussi qu'on en parle, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, et pareil pour son échec au box-office, Échec, c'est même pas un échec. Pour eux, ça reste un échec, et même si le film est rentré dans ses frais, c'est par rapport aux attentes, ça n'a pas été concluant. Mais aujourd'hui, en fait, oui, c'est Cameron, c'est Terminator, c'est Titanic, c'est Avatar, c'est un peu True Lies, et c'est jamais Abyss, et c'est dommage, voilà. C'est un très grand film, c'est sûrement le plus personnel qu'il ait fait, de tout ce qu'il a fait, vraiment. Il y met son cœur, il parle d'une guerre nucléaire possible, de tout ce mauvais côté de l'humanité. Non, franchement, c'est vraiment un film qui mérite d'être mis en avant, d'être vu par toutes ces nouvelles générations, parce que vraiment c'est quand même un grand message de paix et voilà, bon, je sais que je dégueule du de bons sentiments, de bons sentiments, mais bon, c'est comme ça, voilà. Mais il y a un rapport, en fait, c'est un grand amoureux de la science-fiction, on l'a dit déjà en préambule, mais il y a un message ultra positif qu'on retrouve dans Rencontre du troisième type, parce que moi j'associe vraiment ces deux films, hein. Je trouve qu'il y a vraiment plein de passerelles entre les deux, bien sûr, l'histoire d'amour, le contact avec les extraterrestres, les montages successifs. En beaucoup moins mou. Même si j'adore les Rencontres du troisième type. Ouais, je sais. Il y a une similarité entre la rencontre entre Richard Dreyfuss et les extraterrestres et celle d'Ed Harris avec ces mêmes extraterrestres qui est flagrante, quoi. Donc forcément, et aussi sur tout le cheminement du personnage, il y a des passerelles, je suis complètement d'accord. Ouais, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais est-ce que c'est vraiment des extraterrestres? Bah ouais, on sait pas. Est-ce que c'est... On sait pas vraiment, finalement. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau avec ce film, c'est qu'en fait, quand même, on sort de là avec encore quelques interrogations en se disant, finalement, est-ce que c'est vraiment des extraterrestres? Est-ce que c'est est-ce que c'est des intraterrestres, comme ils le disent, qui sont là depuis des millions d'années sous l'eau, ou est-ce que on sait pas, on sait pas trop. Et c'est donc, ça qui est il y a chouette. quand même quelques
interrogations et ça. C'est ce qui fait la force aussi des films. C'est aussi moi ce que j'aime bien aussi dans pas mal de films des années 60, 70, 80, 90, même un peu début 2000, c'est que justement il y a encore des choses qui sont pas expliquées, explicitées. Exactement. Ce qui tend à disparaître aujourd'hui, où on décortique tout, où on montre un peu le passé des personnages, etc. On a besoin de tout surexpliquer. Et je trouve que c'est dommage, qu'on aime bien aussi avoir cette part d'imagination qu'on a aussi dans la littérature et qu'on peine à retrouver un peu au cinéma aussi aujourd'hui. Mais c'est aussi héritier, le positivisme de la science-fiction de Abyss. On voit les passerelles clairement avec Rencontre du troisième type, il en parle lui-même, hein. Mais aussi avec Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, c'est un peu le même truc, avec un message aussi un peu similaire, hein, voilà, dans le jour où la Terre s'arrêta. En gros, c'est des extraterrestres qui débarquent et qui expliquent un peu aux humains que on fait que des conneries avec le nucléaire à ce moment-là, et qu'il faut arrêter, il faut rétro-pédaler un peu sur ce qu'on est en train de fabriquer, sinon il y a une plus grosse menace qui va nous tomber dessus. Là, c'est matérialisé par la menace extraterrestre, mais c'est en gros nous-mêmes, hein, la menace nucléaire, et aujourd'hui la menace écologique, quoi. C'est ça. Pour voir ou revoir Abyss, il n'existait malheureusement jusqu'à présent qu'un seul DVD de piètre qualité, en 4 tiers et en SD. On a attendu longtemps la fameuse remasterisation du film en 4K par Cameron, qui est enfin arrivée début 2024. On a enfin la confirmation qu'un Blu-ray va sortir enfin le 24 avril 2024. Et on peut imaginer que, dans la foulée, le film sera aussi dispo en VOD et SVOD. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de tout ce long épisode à propos de Abyss. On espère qu'on vous a donné envie de le voir, de le revoir, de le découvrir ou de le redécouvrir, et qu'on vous a surtout transmis tout l'amour qu'on a pour ce film. Et nous vous retrouvons pour un prochain épisode très bientôt. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur notre site internet retouralécran.fr, ainsi que sur YouTube et sur toutes les meilleures plateformes de podcast. Et nous vous disons à très vite pour la suite de nos aventures. Au revoir Max. Salut, à bientôt. Et au revoir Thibaut. Ciao, on vous fait la bise. À bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.